Quelles sont les limites de l'amour? C'est quoi l'amour? Quelles sont les bases d'un couple? Ce n'est pas un jeu. En fin de compte, c'est un engagement. Par moments, l'amour n'est pas simple. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile, mais c'est simple. C'est bien, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Rosti Talk, l'émission où on partage une pause bubble tea avec justement un invité au parcours de vie inspirant. Et l'objectif avec ce podcast, c'est vraiment de vous offrir des conseils, des tips qui vont vous aider vous aussi à lancer votre propre business. Parce que bien sûr, ouvrir son business, c'est une chose, mais le but, c'est d'avoir un équilibre de vie pro et personnel. Donc c'est ce que je propose avec la Bubble Fair Academy pour vous permettre notamment de le faire dans le monde de l'univers du bubble tea. Voilà, en tout cas, c'est maintenant qu'on démarre l'épisode et aujourd'hui, je suis tellement contente de recevoir Mayra. C'est trop un kiff pour moi de t'avoir ici sur cette émission. Je suis trop contente. Je sais que tu viens de loin, tu es venue de Suisse, vraiment, pour ce rendez-vous et ça me touche. Et j'aimerais juste que pour les auditeurs, vous compreniez ce qui se passe là maintenant. Vous allez voir vraiment que là, vous allez avoir des clés, mais tellement précieuses pour vraiment vous inspirer dans votre propre vie et vous donner vraiment des conseils applicables immédiatement. Et notamment, moi, c'est ça que j'apprécie vraiment dans notre rencontre, dans ton parcours de vie. Ce que j'ai pu observer, c'est vraiment que t'as un parcours extrêmement riche, extrêmement inspirant. Et pour moi, c'était évident que cette émission, nous devions la faire ensemble. C'est ce que je voulais que l'audience aussi puisse vivre comme expérience avec nous pendant ce rendez-vous-là. Certainement 2 heures. Préparez-vous. Prenez simplement votre verre de bubble tea, installez-vous confortablement, tout va bien se passer. Je vous rassure, excellent. Ça passe crème. Ce qui me fascine vraiment chez toi, Mayra, c'est vraiment cette capacité à comprendre l'autre en profondeur et d'avoir vraiment ce pouvoir, je pense que c'est vraiment ça, ce pouvoir d'accompagner les gens avec cette sincérité, cette bienveillance et aussi de leur permettre de révéler leur plein potentiel. Ça, c'est ce que j'ai ressenti au travers de nos échanges et je pense que c'est ça, c'est que depuis toujours, tu es une personne qui a pris soin des autres. Tu es une personne qui a notamment été très engagée et notamment avec ton expérience parce que pendant près de 10 ans, je sais que tu t'es occupée des personnes âgées, notamment en psychiatrie et je sais que ça t'a offert des leçons de vie particulièrement uniques, précieuse et que c'est, je pense là aussi que tu as eu un gros éveil et un gros intérêt pour la psychologie et que tu as décidé d'en faire ton métier notamment. Donc, c'est devenu, je pense que c'est un sujet qui est quand même complexe mais qui est aussi très passionnant et je pense que c'est vraiment des clés très utiles qui t'ont permis justement de développer tout ça. Mais il n'y a pas eu que ça. Ce que je sais aussi, c'est que tu as eu aussi beaucoup d'épreuves dans ta vie, d'un point de vue personnel, qui ont forgé finalement ton identité, ton caractère, et qui ont fait de toi finalement cette femme capable d'être vraiment à l'écoute des autres, d'avoir vraiment ce pouvoir d'empathie et de faire en sorte que les gens finalement aient cette capacité à se mettre en mouvement parce que tu leur donnes des clés. Et je pense que ça a vraiment développé une force assez incroyable d'un point de vue écoute et dans la connaissance de l'humain. Je pense que c'est ce qui t'a conduit naturellement à maintenant être certifié en coaching, mais surtout en neurosciences. Et pour le coup, je sais que tu t'es spécialisé dans un domaine bien particulier qui nous touche très largement, qui est justement la dynamique du couple. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment le couple dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, chers amis auditeurs, que je pense que ce sujet va aussi vous toucher et que vous avez intérêt à bien ouvrir vos oreilles parce que ce qui va se passer là, c'est qu'on va parler d'amour, on va parler de communication, on va parler de difficultés, on va parler de galères, mais on va surtout parler de tout cet épanouissement que nous permet justement la rencontre avec l'autre lorsqu'on établit les bonnes clés. Donc, restez bien avec nous. Attention, ça va être énorme. Je te remercie vraiment d'être là, de pouvoir partager ton expertise avec moi-même, mais avec aussi tous nos spectateurs et auditeurs. Donc Mayra, vraiment, voilà, je tiens simplement à te remercier d'être là. Magnifique introduction. Écoute, merci à toi. C'est vrai que je suis venue de loin. Et quand tu m'as dit, c'est avec toi que j'ai envie de faire ça, j'ai dit, allez, on y va, c'est que ça doit se passer comme ça. Et je suis vraiment ravie d'être là. Et puis, ça fait pas si longtemps comme ça qu'on se connaît. Et c'est limite évident qu'on fasse ça ensemble. Et en même temps, je te suis vraiment reconnaissante parce que c'est une
très, très belle expérience que je me réjouis de vivre avec toi et avec les personnes que t'accompagnent et que te suivent. Oh là là, je suis trop contente. C'est que du love, hein. Tu vois, là, la thématique de de l'émission, c'était vraiment le couple, mais c'est finalement, de manière plus générale, c'est l'amour qu'on célèbre. Je sais que c'est une émission qu'on enregistre notamment parce qu'on est dans l'actualité de la Saint-Valentin et qu'on est un peu dans cette période où on se questionne. On peut se questionner en fait de manière quotidienne, mais c'est vrai que ça tombait à pic. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse être là pour partager tout ça. C'est vraiment beaucoup de travail en fait que nous mettons en place, mais c'est du travail qui vient du cœur. Et si vous voulez nous soutenir et vraiment continuer à voir tout simplement les invités que nous sélectionnons sur le volet, vraiment parce qu'on veut vraiment des personnes avec une vibration énergétique super élevée et qui ont vraiment cette capacité à vous donner la patate, ce que je disais, c'est la patate, avoir ce dynamisme et la motivation d'aller de l'avant. Je vous invite à vous abonner à Rosty Talk et aussi à découvrir les images en clair sur la chaîne YouTube Bubble Fever. Voilà ma belle, en tout cas, moi je voulais simplement qu'on revienne sur ton parcours de vie, ton enfance, parce que voilà, t'as un charmant accent, mais je pense que nos auditeurs disent mais ok, Suisse, mais comment, elle a un accent, mais d'où vient-elle, Mayra? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton enfance, d'où tu pars, d'où t'es arrivée, enfin voilà, que tu nous racontes un petit peu quels sont les souvenirs et les expériences qui t'ont particulièrement marquée. Je vais te donner une piste. Ma chérie Cristina Cordula. Eh oui. Brésil. Absolument, je viens du Brésil. Ça fait maintenant 24 ans que j'habite en Suisse. Et effectivement, je me suis mise tout de suite dans le domaine des soins. Donc, j'ai fait 20 ans en accompagnement psychiatrique. Effectivement, un peu plus qu'ils disent. Ah ouais, donc en fait, moi, pardon, mes sources ont été mauvaises. Mais à coup de pas. Mais 20 ans dans la psychiatrie, dans l'accompagnement, du coup. Oui. Tout de suite. Et quand tu es arrivée en Suisse, tu parlais déjà le français? Absolument pas. Quand je suis arrivée en Suisse, je ne parlais mais vraiment... si. Je connaissais Merci beaucoup. Oui, oui, je sais, mais je ne savais pas que c'était un grand mot. Donc, on m'avait appris que le français, c'était très simple. Il suffisait de faire une petite bouche comme ça. Et finalement, on savait parler français. Et donc, c'était bonjour, merci beaucoup. Et puis, tout avec un U. Donc, voilà énorme. Ce que je savais de français. Ah ouais, et donc du coup, comment t'as fait pour t'adapter, pour justement, t'as appris le français du coup au début, tu connaissais pas. Au bout de combien de temps t'as pu avoir un niveau courant? Enfin, comment ça doit être déjà un truc qui t'a marqué quand même. Tu rentres direct dans... Voilà, hein, il y a pas d'entre-deux, direct dans le vif du sujet. En fait, j'ai très tôt appris que les mots avaient un pouvoir. Et donc, la communication, pour moi, dès le début, ça a toujours été quelque chose d'assez important. J'ai toujours appris que les gens qui maîtrisaient les mots pouvaient maîtriser sa propre destinée. Et en arrivant en Suisse, je connaissais une personne qui parlait le portugais, c'était ma meilleure amie, qui ensuite est partie. Et j'ai tout de suite rencontré mon mari, c'est lui qui est devenu mon mari, au bout de 2 mois que j'étais là. Et finalement, j'ai parlé que le français. J'ai appris le français avec Francis Cabral et Linda Lemay. Et les dessins animés, c'est une excellente source d'apprentissage, les dessins animés. Ah ouais, donc du coup, d'abord Brésil et t'arrivais en Suisse. Mais si on revient un petit peu plus, parce que quand même, ça veut dire que t'es arrivé au Brésil, t'es partie du Brésil, t'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans, donc avant tes 20 années, qu'est-ce qui s'est passé entre les 20 ans pour partir parce que tu as connu ton mari que 2 mois plus tard. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce départ? En fin de compte, au Brésil, j'étais danseuse. Je faisais partie d'un groupe de danse. Et j'avais mon fan club, ça date. Ça date un peu quand même. Et finalement, j'avais un fan club et parmi ceux-là, je suis tombée amoureuse d'une de ces personnes avec qui je suis allée vivre et tout était merveilleux. Au tout début de la relation, jusqu'à ce qu'il décide que il ne fallait plus que je danse, il ne fallait plus que je fasse ce que me rendait pleinement heureuse. Finalement, ce que me rendait pleinement moi,
C'était être en contact avec les gens, danser, m'amuser. Et ça ne lui convenait pas du tout. Donc, il m'a coupé de tout cet univers-là. Et les gens parlent souvent des prisons dorées. C'est ces relations dans lesquelles tu as tout et pourtant, tu n'es pas heureux. Et j'étais dans cette relation et cette personne, au moment où je voulais m'épanouir, pour lui, c'était simple. C'était soit tu es avec moi, soit tu n'existes plus. C'était assez simple pour lui. Donc, soit j'étais avec lui, soit je n'étais plus personne du tout. Et donc, je me suis quelque part enfuie en Suisse. La vie étant bien faite. Ma meilleure amie est venue, était au Brésil à ce moment-là, et puis elle m'a dit, viens en Suisse avec moi 3 mois, le temps qu'il t'oublie. Et je suis allée en Suisse et puis je suis restée. Et t'es restée. Oui. Et du coup, tout de suite, en fait, donc t'as oublié, t'as pas cherché à refaire de la danse à ce moment-là? Bah non, la réalité n'était plus du tout la même. En arrivant en Suisse, je suis arrivée comme touriste, donc je n'avais pas de papier, j'avais pas de licence. Je pouvais rester quelques temps. Je travaillais, pourvu que les autorités ne l'écoutent pas. J'ai travaillé. Ça fait partie de l'histoire, mais voilà, ça fait 24 ans déjà. C'est ça, je travaillais au noir comme nounou, et puis dans une famille qui parlait espagnol justement, et j'ai appris en partie le français avec une jeune fille qui avait 5 ans à l'époque. Ah, mais c'est donc, ça. j'apprenais le français avec elle et son dessin animé. Donc, c'est là que j'ai compris mon premier mot en français, que c'était tiède, en préparant son bain. Donc, voilà. Donc, j'ai quitté le Brésil. C'était d'abord et avant tout pour oublier quelque chose qui était difficile à vivre, bah, et aussi pour garder ma vie, parce que elle est quand même chouette, j'aime bien cette vie, et je tenais à ce qu'elle continue. Bien sûr, ah oui, ok, d'accord. Donc finalement, le fait de partir à ce moment-là, c'était une question de survie, en fait, pour toi? En quelque sorte, oui, mais le but était de rester 2 mois, 3 mois, pas plus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Ah, bah, j'ai rencontré un homme qui vivait dans un château. Et donc cette rencontre, elle a fait que ça t'a fait rester encore plus longtemps. Ça m'a fait rester en Suisse et puis tout était tellement beau et agréable, et puis il était tellement séduisant, un beau blanc aux yeux bleus. Bon, ben, je me disais, bah, chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Au Brésil, il n'y en a pas autant que ça. Et puis et puis il était tout à fait charmant avec de très belles manières. Et la relation a tout de suite prise, et puis on était bien ensemble, on est allé vite vivre ensemble, tout s'est passé assez vite en fin de compte. D'accord. Et on est allé vivre ensemble et tout simplement, les choses ont suivi leur cours de cette manière-là. Tout à fait. D'accord. Comment la fascination pour la psychologie, elle s'est développée? Parce que pour le coup, pour l'instant, tu étais en mouvement de fuite, tu as rencontré cette personne, et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? La psychologie, ouais, j'ai oublié d'étudier un petit peu pendant que j'étais danseuse. J'ai étudié psychologie à l'université chez moi. Ok, donc j'aimais déjà la psychologie. Tu avais déjà cette fascination, en fait, pour comprendre. Ah oui, l'être humain, ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours été fascinée par comment on fonctionne en général. Et comment tu expliques cet intérêt, cette fascination? Comment tu peux l'expliquer? Alors, ça va être assez intime, donc il se peut que je sois un peu émue. Voilà. Ma mère m'a abandonnée quand pour pas mentir, quand j'avais 5 ans. Et j'étais éduquée par ma grand-mère qui est décédée assez tôt. Et j'étais SDF à mes 11 ans. Et en tant qu'SDF, il faut avoir des mécanismes de survie, et pour avoir ces mécanismes, il faut comprendre le monde qui nous entoure, comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce qui les rend tristes, qu'est-ce qui les met en colère. C'est vraiment un mécanisme de survie. Et je pense que ça a dû commencer là. Ça a commencé là, donc de tes 11 ans jusqu'à tes 20 ans, quand tu as commencé à... Parce que du coup, tu dis que tu as été SDF à 11 ans. Comment tu as fait pour t'en sortir? Comment tu as mis en place quel mode? Parce que tu as essayé de comprendre, mais vu que tu n'avais plus de figure, d'autorité capable de te préserver, de te protéger, comment tu as fait de tes 11 à 20 ans? C'est là que l'amour intervient. Je suivais une série télévisée, il y avait un enfant qui vivait dans un tonneau. Et cet enfant, il avait un petit cornet en plastique qu'il promenait avec lui, mais il était entouré des gens qui, quelque part,
le soutenais tout en le laissant à sa place d'SDF. Et c'est ce que je fais. J'ai frappé à la porte des gens pour demander de l'aide, pour demander du travail en vrai. Et j'ai eu du travail. Et dans ce travail, j'ai eu le droit, si on veut bien, hein, le droit d'aller à l'école, j'avais ma chambre, donc je travaillais pour un salaire. À mes 11 ans, j'étais indépendante, on va dire comme ça. J'ai travaillé pour gagner ma vie. Et comme ça, j'ai pu aller à l'école, j'ai pu étudier. Pendant ma pause, quand les enfants allaient étudier ou allaient s'amuser, moi, je nettoyais la maison, je préparais le repas de soir. Le week-end, je nettoyais, je faisais les affaires, le ménage, le repassage, tout ça. Mais là où j'étais reconnaissante à la vie, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans la rue et qui ne s'en sont pas sorties. Moi, j'avais un toit, j'avais des gens quelque part que prenaient soin de moi. J'avais un mini-salaire et je pouvais étudier. J'avais des habits. Je suis quand même traitée comme femme de ménage. J'avais une petite chambre au fin fond de la maison parce qu'au Brésil, les gens qui ont les moyens, ils ont des maisons avec une dépendance pour les employés. En fait, c'est une petite chambre à côté de la cuisine. Et c'était ça, ma chambre. D'accord. Et là, j'ai commencé à étudier et à comprendre. Donc, je travaillais déjà de développement personnel sans cette notion-là. Donc, j'ai travaillé à augmenter mes perceptions auditives en écoutant la radio. Et puis, je mettais le son très bas, très bas, très bas. Et puis, j'ai essayé de déceler ce qui était en train de se dire à la radio. Et ça, quelque part, inconsciemment, ça a affiné mon sens de l'écoute et de l'observation. Ouf. Oui. Tu dis que c'était toi qu'elle était émue, c'est moi qui le suis là, tu vois, parce que je me dis, t'as 11 ans, je pense à ma fille là qui en a 10 et je me dis, mais waouh, je suis très émue, vraiment. Je trouve ça exceptionnel ce que t'as fait et vraiment, ça me touche parce que je me dis, quelle force t'as eu, quoi, tu vois, pour pouvoir dépasser tout ça, quoi. Et quand tu vois, je pense, parce que je me dis, tu sais, l'enfance, c'est particulier, parce que c'est vraiment là où on se construit. C'est là où tout c'est un socle assez hyper important qui nous permet, en fait, de nous élever et de pouvoir grandir, tu sais, parce qu'en fait, on nous donne un terreau favorable. Et toi, en fait, t'as rien eu de tout ça. Donc, du coup, développer cet amour, je pense que tu l'avais, en fait, bien au-delà. C'est-à-dire que dans tes cellules, dans ton étoile, dans ce que tu veux, en tout cas, cet amour était ancré était vraiment en toi depuis toujours. Et je pense que c'est vraiment ça la clé, arriver à s'aimer au-delà de ce qu'on peut attendre des autres. C'est-à-dire que souvent on dit, quand on a l'amour des parents, c'est plus facile, mais en réalité, cet amour, elle est bien en nous-mêmes. T'as tout dit. Et cet amour en nous-mêmes, c'est là qu'on ne s'éveille pas suffisamment. Et pour le coup, c'est de voir à quel point à cet jeune âge, tu as réussi à faire ça. Je trouve ça exceptionnel. Parce que du coup, tu as eu aussi ta bonne étoile, c'est-à-dire que tu es tombé sur des personnes qui ont pu t'accueillir et qui ont pu, t'accompagner dans ce chemin-là. Oui. Ces personnes-là, en fait, c'est des personnes avec qui tu es resté en lien toujours ? Non. Non, parce qu'encore une fois, l'amour s'en mêle. Et à mes 14 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Oui. Et la famille avec qui je vivais, chez qui je travaillais, c'était des militaires. Et eux, ils vivaient un certain nombre d'années et ils changeaient de ville. Quand ils ont voulu changer de ville, moi, j'étais amoureuse. Et comme je n'avais pas de référence parentale et pas vraiment des liens avec eux, ils sont partis et moi, je suis restée. Donc, à 14 ans, tu es restée. Tu as pris le choix de rester avec ce garçon, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ça s'est pas exactement passé comme ça aurait été trop beau sinon. Mais c'est que ça devait être ce chemin-là que tu devais emprunter. Ça devait être ce chemin-là, ouais. Et je me suis mise avec ces garçons qui, en fait, ne pouvaient pas m'accueillir chez lui puisqu'il vivait chez sa mère. Il avait 26 ans. Et moi, j'en avais 14. Ah oui. Et oui. Et finalement, j'ai vécu quelque chose qui, je pense que aucune femme au monde devrait vivre, ça c'est une certitude. J'ai vécu la violence sur toutes ses formes, pour faire court. Vraiment sur toutes ses formes et puis de manière répétitive. Et je pensais que c'était ça l'amour, parce que comme tu as dit si bien au début, comme je n'avais pas ces socles qui donnent les bases de qu'est-ce que l'amour, et c'est pourquoi c'est si important que les enfants comprennent dès le début dans une relation de couple
comme ça marche entre papa et maman pour que quand ils ont dans une relation, que ce soit un homme ou une femme, ils aient des références pour mener à bien, ou en tout cas de la meilleure façon possible, cette relation. Comme je n'avais pas ça, je ne savais pas comment ça fonctionnait un homme et une femme, la violence, ça me semblait normal. Puisque pour lui, c'était de l'amour, alors c'était de l'amour, il m'aimait. Et je suis restée avec ça longtemps. Donc, quand quelque chose le contrariait, il y avait cette violence qui était là. Et puis ensuite, il me disait, mais enfin, je t'aime, c'est parce que je t'aime. Et donc, s'il faisait ces choses-là, c'était parce qu'il m'aimait. Et j'ai mis effectivement jusqu'à mes 18 ans pour comprendre que ce n'était pas vraiment de l'amour. En tout cas, 17 ans, oui. Jusqu'à mes 17 ans pour comprendre que ce n'était pas de l'amour. En tout cas, pour lui, c'était de l'amour, mais en tout cas, ce n'était pas la vision que je voulais avoir de l'amour. Bien sûr, d'accord. Donc là, tu as pris le choix de t'aimer à nouveau, enfin de te choisir à ce moment-là. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as décidé justement de cesser, du coup, cette relation, je suppose? Je suis partie, encore une fois. J'ai changé de ville, c'est devenu une habitude chez moi. J'ai fuyé les relations qui devenaient difficiles pour moi. Mais un peu comme dans beaucoup de relations, j'étais dans ces schémas répétitifs. Donc, quelque part, j'allais de relation en relation qui ne me convenait pas. Ça, c'était ma toute première relation. Ensuite, il y a eu la deuxième relation qui m'a conduit en Suisse. Donc, quelque part, le scénario était différent, mais l'issue était la même. Le schéma, en tout cas, il s'activait toujours un peu de la même façon. Toujours de la même façon. Tu changeais plus ou moins le scénario, mais la fin de l'histoire était la même. D'accord. Et mais tout ça parce que je ne comprenais pas effectivement quelles sont les limites de l'amour. C'est quoi l'amour? Comment ça marche l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Comment ça marche un couple? Comment ça fonctionne un couple? Quelles sont les bases d'un couple? Comme je ne connaissais pas tout ça, tu as dû explorer au fil de chacune de ces relations. Exactement. D'accord, ok. Donc du coup, il y a eu cette première relation. Ensuite, du coup, ça nous conduit à notre deuxième relation en Suisse. Tu connais déjà. Et donc cette relation, justement, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Eh bien, elle m'a appris quelque chose de vraiment important, c'est que on s'est dit que le couple, c'est juste une union de deux bonnes volontés. Je veux être avec la personne veut être avec moi, ça y est, on est en couple. Et ça va au-delà de ça. On nous dit aussi qu'il suffit d'apprendre à faire des concessions. Mais ce n'est pas que ça non plus, le couple. Et qu'il faut être serviable et puis agréable et se rendre utile à l'autre. Mais ce n'est pas ça non plus, le couple. Il fallait rendre la vie de l'autre plus facile. Il fait tout fait pour que l'autre soit heureux dans le couple. Mais c'est pas ça non plus, parce que la définition de heureux, c'est quoi être heureux? C'est personnel. Donc, si je veux tout faire pour que mon conjoint soit heureux, je vais tout faire selon ma définition de qu'est-ce que c'est qu'être heureux. Et nous n'avons pas cette habitude de demander à l'autre, qu'est-ce qui te rend heureux? Finalement, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta vie plus facile et puis que ce soit plus agréable pour toi et pour nous? Et je ne savais pas ça, donc j'ai appris l'amour avec les séries télévisées, les telenovelas au Brésil, ça fait un tabac. Et j'ai appris l'amour avec les films et la télévision. Donc, une femme, ça se devait de faire tout ce qu'elle peut et plus encore pour que la relation se passe bien, mais tout ce qu'elle peut, la vérité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et donc, je pensais que si je me pliais en quatre et que je faisais tous les caprices de mon mari, finalement, je serais une bonne femme. Et comme dans les bons contes de fées, il fut heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que comme je voulais tellement le rendre heureux, en fait, je l'ai tout fait. Je l'ai tout fait parce que je voulais les stimuler dans son travail. Je voulais les stimuler pour régler ses problèmes familiaux avec ses parents. Je voulais les stimuler pour faire du sport, les stimuler pour arrêter de fumer, les stimuler pour arrêter de boire. Et donc, à chaque fois, j'avais cette envie de l'aider à être une meilleure personne, mais selon ma vision de qu'est-ce que c'est qu'être une meilleure personne. Comme on dit, c'est pas ça non plus un couple. Bien sûr. Donc finalement,
nous avons suivi le schéma classique. Sa libido a diminué, donc quelque part, nous étions de bons colocataires. Et encore bon, j'exagère un peu. Et puis finalement, comme des colocataires, il avait sa vie. Je pensais que nous en avions une, mais en fait, il avait sa vie. Ailleurs. Ailleurs. Donc, moi, je restais sa femme, mais lui, c'était un homme libre. Et ça, pour moi, c'était quand même... c'était pas OK. Oui. Je veux dire, à chaque fois, chaque relation m'apprenait les limites de ce que peut être accepté, ce qui devrait être accepté, enfin, ce que je pouvais accepter, oui. C'est par rapport à ta limite, parce qu'on ne parle pas de polygamie, on ne parle pas des polyamours, des choses comme ça. Si leur limite, voilà, il n'y a pas de souci, mais dans le cas de ce que toi tu disais, c'est vraiment de savoir ce que nous sommes, savoir ce que nous sommes prêts à accepter pour ne pas s'aliéner dans le système de valeurs de quelqu'un d'autre. Exactement. Et puis finalement, je réalisais que ça, c'était ma limite. Ça, c'était ma limite. Alors, évidemment, est-ce que c'était ma limite parce que j'avais tout fait? Enfin, selon mon point de vue, encore une fois, j'avais tout fait pour qu'il soit heureux et puis finalement, j'avais quelque part échoué. Et finalement, le fait qu'il ait des liaisons à part, c'était juste l'expression de cette aliénation, quelque part. Et finalement, ça, c'était trop pour moi. Donc, la relation s'est arrêtée là. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre de cette relation? Que tu as apprise, le fait que tu avais établi une nouvelle limite. Oui. Voilà, c'est ça en fait dans cette nouvelle relation. Et pour le coup, donc ça s'est cessé naturellement. Du coup, comment Non, comme je te disais, l'issue était toujours la même. Ouais. Le scénario change, mais l'issue était la même. Ouais. Et finalement, comme j'avais quelque part cette facilité à comprendre un petit peu, à avoir quelque part un peu d'avance sur ce qu'il allait dire. Donc souvent, il racontait des choses qui n'étaient pas tout à fait, ne correspondaient pas à une vérité courante, on va dire. C'était peut-être sa vérité, mais ce n'était pas la vérité que tout le monde accepterait comme telle. Donc quand il disait quelque chose, je savais qu'il m'avait menti. Je connaissais le mensonge qu'il allait me raconter après et je connaissais le mensonge suivant. Donc souvent, je connaissais tous les mensonges qu'il allait me raconter et c'était insupportable pour lui et pour moi. Donc finalement, un jour, il est arrivé et puis quand j'ai appris qu'il m'avait trompée, ça c'était quand même un peu violent pour moi. Il a cassé, j'étais un petit peu en colère, j'étais en colère. Oui. Voilà, et ça l'a énervé, et puis il a commencé à casser les choses dans la maison, les assiettes et tout. Je dis, attends, viens, je t'aide. Donc, allez, tout le monde s'est mis à casser la vaisselle. Fou pour fou, donc il balançait les choses contre le mur, j'ai balancé les choses contre le mur. Une fois, il faut nettoyer. Hein. Rappelez-vous, si jamais le jeu est à la maison, mais à un moment, il faut nettoyer, il faut ramasser tout ça. Puis il a retourné dans la pièce d'à côté, puis il a aussi cassé les armoires et tout. Et puis finalement, j'ai quitté la maison. Ok, donc gros fracas. Oui, la femme de ménage doit avoir beaucoup de travail derrière. Et finalement, je l'ai quitté. Et donc, encore une fois, là, on est déjà à la 3e relation. Hein, et encore une fois, les scénarios changeaient, mais l'issue était la même. C'est-à-dire que tu partais encore. Voilà. Et puis, c'est ça que je me disais à chaque fois, mais... finalement, qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça? Et pour faire court, ce que j'avais à apprendre dans cette relation-là, c'est que faciliter la vie de l'autre demande de comprendre qu'est-ce que l'autre veut, comme il est, qu'est-ce qui est bon pour lui, et savoir aussi ce qui est bon pour soi. Parce que quelque part, je voulais tout donner, mais... Il n'avait rien demandé. Et voilà, exactement. Le tout que j'ai donné, ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Et ça, c'est important à savoir. Parfois, on se sacrifie dans le couple. Enfin, on croit qu'on se sacrifie pour l'autre, mais en fait, ce n'est pas ce que l'autre attend de nous. C'est vrai. C'est très juste. Tu vois, tu me dis ça, ça me donne des réminiscences. Ça me donne des flashbacks, en fait, dans ma propre relation. Parce qu'avec Imav, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Wow, félicitations. Ouais. Et on s'est connus jeunes, on s'est mis ensemble jeunes. On a eu nos enfants jeunes. Donc c'est vrai que les personnes que nous étions avant, nous ne sommes plus vraiment les mêmes personnes après. Et même pendant les différents cycles de notre existence, nos visages aussi ont évolué, tu vois. Oui.
Le physique aussi a évolué. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que oui, ça serait mentir de dire que tout est idyllique, que tout est parfait. C'est la merde. Il y a des moments, c'est vraiment à chier. Tu te dis, putain, cette relation, je comprends pas. C'est des montagnes russes. Et tu te dis, mais pourquoi ? En fait, on s'est choisi et pourquoi on souffre, tu vois ? Et je pense que c'est intéressant parce que la dynamique psychologique, elle paraît simple lorsque on est sur deux personnes en bonne santé, qui sommes jeunes, on est dans la force de l'âge, on n'est pas trop dégueu, ça va, tu vois. Et pourtant, tu te dis, mais pourquoi c'est si dur ? Donc, j'ose même pas imaginer en fait cette expérience que tu as vécue auprès des personnes âgées. Parce que je me dis, ça doit être encore plus difficile, tu vois. Et je me suis dit... mais ça doit être tellement source d'apprentissage aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans notre jeunesse, on ne comprend pas tout. On vit les moments sans vraiment comprendre, on est obligé de passer par l'orage pour capter ce qui se passe. Et je pense que toi, ce qui s'est passé, c'est que tu as vu des personnes qui ont traversé l'orage. C'est ça. Et c'est là en ça où je me suis dit, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait dans cet épisode quand même 20 ans être auprès des autres, parce que en même temps que tu vivais ce tumulte au niveau de ta vie personnelle dans ton couple, au même moment tu travaillais et tu dédiais finalement ton existence à aider, prendre soin justement de ces personnes. Oui. Comment, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Parce que 20 ans, c'est pas que du don de sa personne, il y a autre chose en fait. C'est encore une fois, l'amour vient nous dire bonjour. C'est de l'amour. Ces gens-là, ils m'ont appris que la vie de couple, c'est pas un conte de fées comme dans les films, mais par contre, chaque couple peut être un conte de fées à leur manière. Et j'entendais l'histoire de ces personnes, et tu sais, mais j'avais les yeux qui brillaient de mille feux. Je me disais, mais en fait, ça existe un peu, être heureux en couple, puis ça peut durer. Et donc, j'étais très curieuse de savoir comment ils faisaient pour effectivement surfer sur la vague, sur les vagues, parce que ça montait, ça descendait, ça montait. Ça fait 25 que tu y es. Tu vois comment c'est le couple. Donc, comment les gens faisaient pour surfer quand c'était en haut? Ils arrivaient très bien quand ils étaient dans le creux de la vague. Ils arrivaient à remonter et surfer comme ça. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je me disais, mais waouh, c'est vrai, quoi. L'amour, ça existe et c'est possible. Et c'est possible que ça dure et c'est possible pour beaucoup de monde. Donc, c'est possible pour moi aussi, finalement. Bien sûr. C'est aussi possible pour moi. Et c'est ça. Travailler avec ces personnes-là, ça m'a rappelé que la vie de couple, c'est pas toujours incroyablement facile et que ce n'est pas un jeu. En fin de compte, c'est un engagement. Et c'est un engagement vis-à-vis de soi, c'est un engagement vis-à-vis de l'autre. Parce que quand tu penses aujourd'hui, quand on parle de couple, c'est si une femme veut être indépendante, elle ne peut pas être une femme engagée dans son couple. Parce que non, c'est elle, et puis elle doit faire sa carrière. Et puis si elle choisit de prendre soin de son couple, il faut qu'elle abandonne ses rêves pour ça. Or, non. La société d'eau est en haut. Maintenant, ça a changé. Tu peux parfaitement être une mère de famille, une épouse épanouie et heureuse et être une femme d'affaires brillante et qui aide beaucoup de monde et qui gagne de l'argent et qui s'épanouit pleinement aussi dans son métier. Oui. Et ces gens-là, ils me rappelaient ça. Ils me disaient, ils me montraient par leur histoire, par leur parcours. Certains étaient en couple à l'EMS. Je me disais, waouh! Ça veut dire que quand tu les accompagnais, ils étaient ensemble dans... Certains, oui. Certains avaient leur moitié. Oui. Et du coup, ils avaient la moyenne d'âge. C'était quoi, en fait? Oui, c'était pas très... Comment dire? Pardon l'expression, mais c'était pas tout frais. Oui. Du dans coup, leur tête, oui, ils avaient 80. Plutôt 80. Ah ouais. Oui, la moyenne d'âge était 80 ans. Il y en avait qui étaient un peu plus jeunes. Et j'ai appris aussi que l'amour peut arriver à tout moment. Et j'ai rencontré, où je travaillais, des personnes qui sont tombées amoureux à 85 ans. Ils sont tombés fous amoureux, ils se sont vus et c'est devenu pour eux une évidence. Et ils sont tombés amoureux en EMS. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vécu l'amour, sachez que, quand il arrive, tout est naturel, tout est simple. Et ça peut arriver à tout moment, à tout âge. Quel que soit votre âge, c'est possible.
C'est énorme. Alors du coup, ces personnes, je suis curieuse, celles qui se sont vues pour la première fois à 85 ans, Oui. ces personnes-là, elles étaient déjà en couple avant d'être... Ils ont déjà été en couple et je me rappelle d'une des histoires qui était vraiment, pour nous, c'était un cas d'éthique, hein, parce que c'est des gens qui étaient mariés à quelqu'un d'autre. Et puis comme je travaille en psychiatrie, c'est des gens qui n'avaient pas forcément toute leur tête, si on veut bien, comme on peut dire ça. Et ils sont tombés amoureux puisque quelque part, l'amour n'est pas réflexive, hein. Ce n'est pas une suite de réflexions logiques qui mènent à l'amour, mais c'est vraiment une façon d'être naturel, d'être qui on est, d'être accepté, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'acceptation de soi, tel qu'on est. Et dans ces domaines, c'est magnifique parce que comme ils ont perdu une certaine partie de leur cognition, ils s'acceptent qui ils sont. Et finalement, ils acceptent l'autre aussi comme il est. Et il y a de la vérité dans les sentiments, il y a de la vérité dans les émotions. Un homme, quand il est triste, il est triste. Quand il est fâché. Une femme, quand elle est triste, elle est triste. Quand elle est fâchée, ça s'exprime aussi. Donc, il y a cette authenticité qui fait que l'amour est simple. Ah oui, bah oui. Ouais, quand l'amour est simple, c'est intéressant ce que tu dis en fait, parce que par moments l'amour n'est pas simple. Non, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, mais c'est simple. Bien, on est d'accord, oui, c'est vrai, parce que ça a l'air d'être, ouais, c'est pas simple, c'est pas facile. Ce que veut bien montrer justement, comme tu dis, le cinéma, Hollywood, les dramas, enfin tu vois, comme tu parlais, les telenovelas, tout ça, bah en vrai, il y a ce côté très romancé de cet amour, alors qu'en vérité, il peut être noir, il peut être difficile, il peut être sombre, il peut être vraiment, vraiment lourd, et en même temps, il peut être tellement lumineux. Finalement, c'est les deux faces. Donc, non, c'est fascinant de voir ce que ça te donnait comme vision, parce que ça te donnait beaucoup, comme tu dis, beaucoup d'espoir dans ton cœur. Et ça t'a aussi inspiré, je pense. Est-ce que, justement, du coup, le fait que tu aies pu observer ça avec ces personnes plus âgées, qu'est-ce qui s'enclenche du coup chez Mayra à ce moment-là? Eh bien, mais encore une fois, c'est que c'est possible. Si c'était possible pour eux, c'est possible pour nous ici. Quelque part, je me disais qu'ils détenaient un secret qu'ils ne nous disaient pas, en fait. Parce que j'aime toujours dire, c'est ce que j'ai dit à mes clients, on apprend tout. On apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à aller à vélo, on apprend à compter, on apprend un métier. En fait, on apprend tant de choses. Et ce qui est censé durer dans notre vie, qui est le couple, on ne nous apprend pas. C'est vrai. On ne nous apprend pas. Et puis moi, je me dis, quelque part, ils ont un secret qu'ils ont gardé pour eux, ces coquins. Bah oui, si ça marchait pour eux, et puis que je voyais la quantité de séparations et de divorces, je me dis, bah, ils détiennent quelque chose qu'ils ne nous ont pas livré. Et dans ma culture, on a toujours le respect de la sagesse des anciens. Oui, c'est vrai. Alors, je suis allée interviewer toutes les personnes et puis je les rencontré vraiment... Beaucoup. Ah oui, vraiment plus de 500 personnes. Wow. Où j'ai demandé, mais finalement, quand ça n'allait pas, vous faisiez comment? Quand vous n'étiez pas d'accord, comment vous faisiez? Et puis, ok, si vous n'étiez toujours pas d'accord, vous faisiez quoi? Parce que, bah oui, on n'arrive pas toujours à être d'accord. Oui, c'est sûr. Quand vous n'étiez pas du tout d'accord, ben vous faisiez comment pour décider quelque chose, hein? Et comme ça, je commençais à cumuler les savoirs de ces personnes. En fait, c'était de vécu, hein? Parce que finalement, ce qu'on apprend à l'école et autres, c'est tout simplement le vécu de quelqu'un qui nous facilite en nous transmettant le chemin qu'ils ont fait. Et je fais exactement la même chose. Donc, j'ai documenté tout ce qu'ils racontaient, de comment ils ont dépassé les difficultés, comment ils ont survécu, comment ils ont surmonté. Et je me disais, mais waouh, c'est en fait, oui, pour moi. Oui, pour moi, oui, pour les autres, oui. Et donc, ça a nourri chez moi cette idée de que, oui, l'amour, c'est possible. Et comme c'était possible pour eux, c'était possible pour moi. Et que donc, je pouvais le faire. Et avec tous ces échecs, à un moment, j'ai entendu quelque chose qui était assez intéressant. Il disait, OK, quel est le lien en commun entre tous mes échecs amoureux? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous mes échecs?
Et puis, bah, on est toujours assez tenté d'aller chercher la faute ailleurs. Hein. Je me dis, peut-être, ah oui, mais bon, je suis tombée sur des connards. Oups, c'est un gros mot. J'étais tombée sur quelqu'un qui n'était pas bien. Ou cette personne n'était pas sympa. Ou je n'étais pas prêt. Ou c'était pas le bon moment. Ou nous avons... coupable. Voilà. Trouver un coupable voilà. qui n'existe pas. Et parfois, le coupable, on peut dire que c'est les conjonctions, on peut dire c'est l'économie, on peut dire... voilà, on peut trouver effectivement une infinité de coupables autres que les vrais coupables. Et donc, je me disais, tiens, ce qu'il y a en commun entre tous mes échecs, et c'est dur à admettre, mais c'est moi. Et c'est là que j'ai découvert le développement personnel, comme dans ces grandes lignes. Hein, on met tout et n'importe quoi dans le mot développement personnel. C'est vrai. Et je commençais à m'intéresser. Et puis, je me souviens, ma première vidéo que j'ai vue, c'était 101 façons de transformer sa vie. Ce n'est pas de la pub, mais c'est quand même intéressant. et c'était extraordinaire parce que ça me disait que ce n'était pas ce que je vis, c'est comment je vis ce que se présente dans ma vie. Je me disais, ouais. C'est ta façon de réagir aux événements. Qui fait que les choses se passent de la meilleure manière possible ou pas. Et puis, évidemment, comme dans tout conte de fées, j'ai quand même rencontré l'homme parfait. Ah bah oui, oui. J'ai rencontré l'homme parfait. Mais alors, tu sais, imagine le mec parfait. Vas-y, décris-le-moi. Voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi imaginer la nana parfaite. Pour moi, c'était le grand blanc aux yeux bleus, intelligent, musclé, gentil, doux et en plus qui faisait bien l'amour. Oh, magnifique. Vraiment, magnifique. Tout, absolument tout. Tout. Bon fils, bon chéri, bon amant. Voilà. Et en plus, c'était un entrepreneur né. Donc, il avait vraiment le sens de l'entrepreneuriat et évidemment le fait d'entreprendre ensemble. Alors, évidemment, quand tu rencontres, après toutes ces aventures-là, quand j'ai rencontré l'homme parfait, je dis waouh, ça y est, c'est bon, j'arrête, c'est parfait, c'est celui-là, c'est pas un autre. Et dans ma tête, encore une fois, un enfant, la maison avec le gros jardin, les enfants qui s'amusent dans le jardin, le chien, la totale. Et un jour, l'homme parfait me dit, comme ça, hein, après, on était fiancés en public, tout beau, passé dans les journaux, la totale. Mon fiancé me dit, tu sais, t'es une femme magnifique, mais je suis pas sûre que j'ai envie de passer toute ma vie avec toi. Wow. Les autres, d'accord, c'était des mecs pas bien, mais lui, quand même, il était parfait. Quand même, il était parfait, le mec. Et j'ai dit non, là, trop, c'est trop. Et il faut vraiment que je comprenne qu'est-ce qui fait que je suis dans ces schémas répétitifs où finalement les scénarios changent, mais finalement, je me retrouve seule. La vérité, c'est que je me retrouve seule. Et tout ce que j'entendais avec les personnes en EMS et autres, c'est cet amour qui arrive à dépasser les vagues, hein, surmonter, à surfer. Finalement, je me disais, mais il est pour moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, ça existe. Donc, dans ma tête, cette idée d'un amour qui dure et qui perdure, il était toujours là. Donc, malgré mes hauts et mes bas et mes scénarios limite catastrophe, quelques-uns ressemblaient plus à des scénarios des films dramatiques que des films romantiques, je me disais, mais ça existe, j'ai vu de mes propres yeux, donc ça existe. Et donc, j'ai travaillé sur qu'est-ce que les croyances limitantes, l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi, toutes ces choses qui, quelque part, on ne se pose jamais la question et j'ai travaillé sur quelque chose qui est essentiel et c'est ce que j'ai dit à mes clients quand je les accompagne, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans une relation. Quelque part, quand vous voulez faire un métier, vous vous lancez et vous vous dites qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier. Eh bien, en couple, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme émotion quand je suis avec cette personne? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est que des questions, en fait. C'est que des questions.
C'est que des questions, parce que si ces questions-là, on ne se les pose jamais, finalement, on est sur des attentes non verbalisées. Et c'est là qu'on crée de la souffrance. C'est les fameuses attentes invisibles. On attend que l'autre comprenne ce que nous, on veut, alors que nous-mêmes, on ne le sait pas. Donc, quelque part, il y a toujours cette magnifique phrase, « Si tu m'aimais, tu le saurais. » Alors que moi-même, je ne sais pas. C'est trop facile. C'est intéressant, ça. Parce que du coup, ça veut dire que pour être dans un bon couple, il faut finalement savoir ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est arriver à le verbaliser. C'est essentiel. C'est essentiel. J'ai dit souvent que 80% de problèmes de couple. Bon, ensuite, je me suis intéressée, je me suis formée, comme tu as dit au début, et je cherchais sur quoi je voulais mettre toute cette compréhension et cette énergie d'amour. Et évidemment, le couple, ça m'a paru comme une évidence de mettre cette énergie-là dans l'amour en me disant finalement, je ne veux pas qu'un enfant ait à grandir sans avoir cette notion de qu'est-ce qu'un couple. Et cette notion-là, il peut avoir que dans le couple de ses parents. Et pour le coup, je me suis donné comme mission d'aider les couples, c'est un peu ambitieux, je te l'accorde, c'est d'aider les couples à transmettre ces notions de couple, ces valeurs de couple aux enfants qui transmettront à leur tour à leurs enfants. Et on dit, il y a autant de couples qu'il y a des personnes, et puis c'est vrai, seulement il y a quand même des valeurs essentielles qui font partie de tous les couples. Le respect, qui est la définition que le couple a de respect, puisque chacun a encore une définition assez différente de qu'est-ce qu'est le respect, qu'est-ce que sont les valeurs familiales, toutes ces choses-là, ça appartient à un couple. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aider les gens à transmettre. Transmettre ça. Alors maintenant, parce que je ne me souviens plus ce que j'étais en train de te dire avant, je me suis perdue, mais c'est pas grave. Tout est fluide. Non, tu parlais en fait de cette ambition en fait de vouloir transmettre et le fait que tu te sois attaché justement à cette dynamique de couple, c'est-à-dire toute l'énergie à comprendre l'humain, tu as décidé en fait de le mettre vraiment sur la dynamique de couple, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est les enfants. Et ces enfants qui peuvent avoir des parents qui divorcent, qui se séparent, je pense qu'en fait tu parles à la propre petite fille intérieure qui était en toi. Tout à fait, c'est exactement ça. Et parce que mais je pense qu'on ne peut pas être un bon parent si on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Si on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et pour savoir qu'est-ce que c'est, il faut se poser des questions. Tout à l'heure, tu disais de poser des questions. Se poser des questions, c'est ça. Si je ne sais pas ce que je veux, difficile pour moi d'être satisfaite. Difficile pour l'autre de me satisfaire alors que moi-même, je ne sais pas. Donc, je commençais par, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quel type de relation avec quel type de personne, qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que j'ai à offrir, parce qu'un couple, c'est recevoir, mais c'est aussi donner. Qu'est-ce que j'ai à offrir dans cette relation, qu'est-ce que je suis prête à offrir, quelles sont mes limites. Et toutes ces questions-là, je me les suis posées et c'est ce que je propose à mes clients maintenant. Quand ils vont se lancer dans une relation, c'est vraiment de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est non négociable quand je suis dans une relation? Ouais. Et pour pouvoir en fait répondre à ces questions, ça demande quand même des clés où certains en fait se font un scénario aussi de leurs réponses. Et c'est là que toi, ton rôle, c'est d'arriver justement à pointer les incohérences de leur discours ou de ce qu'ils veulent se raconter également. Je pense que c'est pas évident parce que du coup, ça demande une démarche hyper sincère et hyper vulnérable et d'accepter, je dis souvent, de regarder la merde. Là, on n'a pas envie de la regarder. Et je pense que la beauté, c'est d'accepter justement de voir à quel point ça peut être dégueulasse en fait, tu vois. À quel point ça peut être difficile. Alors après, j'aime toujours cette image de nénuphar. Hein. Tu sais, ça pousse vraiment dans la boue. Donc, quand c'est sale, on peut aussi faire quelque chose de très beau. On peut faire naître quelque chose de très beau. Dans la difficulté, dans la diversité même, je dirais, on peut faire naître quelque chose de magnifique. Oui, c'est vrai. Mais pour faire naître quelque chose de magnifique, il faut admettre que la boue est là. Il faut admettre que c'est là. C'est ça. Et effectivement, prendre le temps
de voir la beauté naître et la boue, ça peut être une difficulté, ça peut être... Ouais, tout. Voilà, Toutes les épreuves une maladie, qu'on a vécues. une perte d'emploi, le fait d'avoir de l'infidélité ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui peut naître de beau de ça? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais pour ça, encore une fois, on y revient à qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans une relation? Alors, pour moi, et puis il y a la lettre magique, hein, on en parle beaucoup sur Internet, c'est que quand je veux être dans une relation, si tu fais une liste de tout ce que tu as envie de vivre dans une relation, pas en te basant sur quelqu'un, en prenant exemple, tiens, je connais cette personne, elle est tellement merveilleuse, c'est avec quelqu'un comme ça. C'est avec cette personne, donc tu décris les qualités que cette personne a. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et tu notes, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? J'ai des clients pour qui la fidélité, c'est pas essentiel. OK. Ouais. Si aussi sont OK, il y a voilà, pas de problème. C'est pas un critère pour eux. D'autres pour qui sans fidélité, c'est pas possible. D'autres, il faut le respect. Donc, je leur demande de définir c'est quoi respect pour toi. Comme ça, on est au clair sur ta notion de respect. Et moi, j'avais un critère. Et puis, une fois que tu as choisi ta liste, il y a un critère auquel je vois, c'est pas possible. Ça, il faut impérativement. D'autres choses, peut-être pas, mais ça, oui. Et pour moi, je varie, mais moi, mon critère, c'était bien embrasser. Oui. Oui, ça fait drôle. Embrasser bien, là, évidemment. Il y avait, dans les critères, il y avait une bonne haleine, soigner sa dentition, voilà. Ça, pour moi, c'était important. Et ça va bien embrasser, mais selon mes critères. Et on m'avait demandé, mais pourquoi embrasser? J'ai dit, parce que c'est simple. On n'a pas besoin d'aller plus loin que l'embrasser. On va éviter le bip cette fois. On n'a pas besoin de se retrouver dans une intimité plus intime pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. C'est vrai. Donc, le baiser, il nous permet de faire d'avoir une série de compréhensions. Donc, quand tu embrasses quelqu'un, bon, déjà, tu vois si ça embrasse bien, si c'est important pour toi. Moi, c'était mon critère. Et là, on comprend. Est-ce que la personne est respectueuse? Tu peux savoir ça avec un baiser. C'est vrai. Est-ce qu'elle est tendre? Tu peux savoir ça avec un baiser. Et est-ce que si on va dans l'intimité, est-ce que ça va bien se passer comme j'aimerais que ça se passe? Ça aussi. Ça te donne un indicateur. On peut savoir avec un baiser. Oui. Donc, quelque part, ça te fait gagner de temps, ça te fait gagner de l'énergie. Ben oui, et ça te permet de préserver ton corps et ton énergie. Parce que... Ben oui, c'est un don de sa personne hein, quand tu rentres dans cette intimité. Donc, savoir si tu es vraiment en harmonie, que tu es vraiment, que tu peux être vraiment toi-même. Dans le cadre de ce baiser, ça augure pas mal de choses pour la suite quand tu veux rentrer dans cette intimité. Si tu ne te sens pas déjà safe dans cet instant d'échange qui est quand même, pour moi, c'est une connexion, tu vois, assez intime malgré tout, même si on n'est pas dans la pure intimité, tu vois, on n'est pas Wall. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que déjà avec ça, ça te donne quand même des indications assez claires et je pense que comme tu dis, c'est des notions assez sensorielles. C'est de la sensualité, c'est les sens en fait qui s'éveillent et qui te donnent quelque part des indicateurs qui renvoient à ton intuition. Tout à fait. Et effectivement, donc il y a cette tendresse, il y a cette douceur, il y a ce respect, il y a cette sensualité, pour ceux pour qui la sensualité est importante, bien sûr. Il y a cette sensualité, donc il y a toutes ces choses-là qui se dégagent. Et voilà, donc encore une fois, ça c'était mes critères. Mais pour le coup, je trouve que c'est des critères qui sont universels. Mais pour le coup aussi, encore une fois, c'est... il faut avoir de l'intuition, c'est-à-dire que si notre intuition... parce qu'après, il y a aussi ce truc-là, tu vois, on dit souvent, quand c'est le baiser, il y a l'effervescence, c'est les papillons, c'est l'excitation, il y a plein de choses qui se mettent en route, et donc du coup, comment observer ça avec le même sens analytique que tu es en train d'avoir? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident, et la plupart, en fait, tombent dans le travers de « c'est bon, c'est la bonne personne, ça y est, j'ai senti quelque chose », tu vois? Et on ne sait pas forcément interpréter, tellement on est... tu vois, tu parlais de ces... toi-même, tu as été dans ce cas de figure. On cherche désespérément un partenaire et au final, ce partenaire, on a des attentes. Et le fait d'avoir autant d'attentes peut faire que parfois on bascule dans le choix qui ne nous convient pas forcément. D'où l'importance de se demander ce qu'on veut. Parce qu'une fois que tu sais exactement ce que tu veux,
tu es beaucoup plus alerte à la communication. Donc, on y revient toujours. Donc, pour le coup, quand l'autre parle, tu es beaucoup plus attentive à ses mots. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce qu'il veut pas des enfants? Est-ce qu'il aime des enfants? Est-ce que moi, je veux des enfants? Si je sais si je veux ou si je ne veux pas, souvent, comme l'autre parle des enfants ou ne parle pas, ça me permet de poser des questions, ça me permet de comprendre. Et je pense qu'en ce moment, on va dans une relation où on reste que uniquement dans le sensoriel, instantané, et on ne va pas avec qui je suis vraiment. On est juste dans qu'est-ce que je ressens là maintenant, c'est intéressant, mais ce n'est pas qui je suis. J'ai compris, ouais. Du coup, en fait, l'idée, c'est de coupler finalement les deux, c'est-à-dire à la fois l'aspect sensoriel, mais aussi coupler avec la réflexion en se posant des questions, en se disant qu'est-ce que je veux vraiment. C'est ça. Pour ne pas tomber dans le travers de l'adrénaline, l'excitation, l'euphorie, et de ne pas être finalement OK avec ces réflexions préalables. En fonction de ce que tu as envie, bien évidemment. Sûr. Si la personne cherche, j'aime bien dire des relations Kleenex. Oui. ou de CDD. Oui. Il y a qui cherchent des CDD. Pour ceux qui cherchent des CDD, bah oui. Il faut juste être clair que l'autre aussi cherche de CDD. Okay. Et c'est important d'être clair avec ça. Et il y a toutes ces conversations que les gens, quand on est dans l'euphorie, si tu t'es posé les questions avant de ce que tu veux, tu es très au clair quand l'autre communique, tu écoutes réellement. Non seulement tu écoutes, tu entends ce qu'il dit. Tu entends et tu comprends ce qu'il est en train de dire. Quand il y a une clarté en soi, c'est plus facile. Il y a cette phrase qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». C'est tellement vrai. Si je suis très au clair avec ce que je veux, quand l'autre vient avec ce qu'il veut, je sais si ça va matcher avec moi ou pas. Mais il faut que je sois au clair. Bien sûr, bien sûr. Et c'est intéressant. Et justement, le challenge d'un couple, et notamment... le couple, dans une situation assez particulière, c'est vrai que ça peut être propre dans différents domaines de vie, mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse parce que ça me touche, le couple dans l'univers entrepreneuriat, dans le business. Ce que tu me dis, en fait, justement, tu as connu cet homme-là qui était, pareil, entrepreneur. C'est comme ça que tu as commencé à t'éveiller à l'entrepreneuriat ou tu étais déjà entrepreneur avant? Oh, je crois que je suis née entrepreneur. Parce que justement, c'est vrai que là, on parle des explorations en fait, que tu as faites. Mais le business, du coup, il est arrivé dans ta vie rapidement aussi? Le business, il est arrivé dans ma vie le jour où mon patron m'a dit que mon temps lui appartenait. J'ai trouvé ça tellement choquant. Attends, mais c'était à quel moment ça? T'avais quel âge? Oh, ça, j'avais 30... j'avais 30 ans. 30 ans. Oui. Donc 30 ans, 30 et c'est là que tu t'es dit, je peux pas continuer comme ça. Mais non, bah oui, bien sûr. Je peux pas. J'ai fait des formations, parce que j'ai toujours aimé faire des formations, puis je faisais des formations. Et j'ai fait la formation de coach à côté de mon travail, parce que je me disais, tiens, c'est amusant, je peux faire du sport, je peux me remettre en forme, et en même temps, je peux faire quelque chose pour aider les autres. Et mon patron m'a dit, mais en fait, non, tu travailles dans les soins, tu travailles pour moi. Et ton temps, il m'appartient. Si je ne veux pas que tu fasses autre chose, parce que je faisais en 100%, bah, en fait, tu ne fais pas. Wow! Ah ouais, là, ça... dit, ça calme. Ah ouais. Ça calme. Là, j'ai dit, ben non. En fait, non. Et à ce moment-là, par bonheur ou pas, l'homme parfait venait de me larguer. Non, il venait de me larguer à ce moment-là. Parce qu'on avait travaillé ensemble. Je l'aidais pendant que je travaillais. Enfin, on travaillait ensemble pendant que je travaillais. Il mettait en place son business. Et moi, pendant mes jours de congé, mes heures de congé, je l'aidais. Voilà, je le soutenais dans la mise en place de son business. Magnifique d'ailleurs, il a brillamment réussi. Je suis vraiment très fière, très heureuse pour lui, je dirais. Mais voilà. Et finalement, je me suis dit, mais il a raison. Et c'est important d'être indépendant, de faire son propre business. Et j'ai créé mon tout premier business. C'était une salle de gym pour polyarticulaires. Donc, en fait, tous les exercices étaient basés sur l'économie des efforts articulaires. Donc, pour aider les gens à travailler, même s'ils avaient des problèmes de genoux ou autres. Okay. Et j'ai fait ça avec mon partenaire, n'est-ce pas? Le partenaire... Après, il est venu après l'homme parfait. Ah, il est venu après, d'accord, ok. Après l'homme parfait, oui. Ok. Et c'était magnifique parce que là, j'ai compris que
comme on disait au tout début, ce n'est pas nécessaire que ça se passe bien au professionnel et pas bien dans la vie privée. Donc, on peut être bien et. On peut être bien partout. Tu peux être une professionnelle épanouie et aussi être une femme ou un mari ou un conjoint épanoui aussi. Et c'est tout à fait, comme on dit, comment pourrais-je te dire ça? En fait, ça peut être évident en vérité, parce que, tu vois, ça me rappelle, j'ai fait une autre émission avec Karine, qui m'expliquait ça aussi, tu vois, qu'elle expliquait que tous les piliers de sa vie, finalement, elle les avançait, tu vois, ça peut être plus ou moins, tu vois, il y en a un qui est un peu décalé, mais en fait, ça avance quand même. Il y a un rythme, et c'est simplement que, comme tu dis, c'est et tout, il n'y a pas de choix. C'est pas un qui est plus prioritaire, c'est juste que ça avance naturellement. Et c'est ce que tu es en train de confirmer également. Voilà. Et autre chose peut-être que c'est intéressant, on avait parlé l'autre jour, c'est le fait qu'une femme puisse gagner plus qu'un homme et quand même avoir ses soutiens mutuels. Mais je trouvais que c'était important qu'on en parle de ça. Parce que parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, pour les hommes, ça peut être encore assez difficile d'avoir une femme qui est entrepreneuse, très entreprenante, et qui va jusqu'à gagner plus, avoir plus de leadership, en tout cas sur le plan entrepreneurial. Et c'est important que à la maison, ça va paraître un petit peu archaïque, mais bon, j'assume, c'est OK, à la maison, la femme ait son rôle de femme et d'épouse, même s'ils ont quelqu'un qui s'occupe de ménage, des tâches ménagères, même s'ils partagent. Il y a ce côté féminin, femme, qui est important, qui reste. Même si en dehors, elle a vraiment son métier, sa cartonne et tout, c'est vraiment très important. Et important de rassurer l'homme. Cela, si on parle plus à des femmes ou à l'homme aussi, pourquoi pas, c'est important de rassurer sur le fait que le métier ne va pas mettre la relation de côté. Et quand je dis c'est important de rassurer, c'est important de lui dire. Pas de montrer, parfois, il faut lui dire. Il faut lui dire que voilà, le métier est important, mais mon couple est important. Nous sommes importants aussi. C'est très juste. C'est très juste ce que tu dis, parce que je trouve que voilà, nos échanges justement étaient super intéressants et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir cette perspective de ta part. Et je pense que c'est vraiment pour ça que je te dis, je suis sincère quand je disais, tu comprends vraiment la dynamique relationnelle, tu comprends vraiment les liens en profondeur et tu es vraiment capable d'empathie. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu m'évoques là, moi ça m'interpelle parce que du coup comme tu dis quand tu as eu après l'homme parfait tu as eu ce partenaire ce partenaire était vraiment un partenaire business ou c'était juste un partenaire de vie, tu vois, c'était un partenaire de vie, nous avons construit un business. D'accord. Et toi en fait c'était une volonté de faire ce business avec lui ou bien est-ce que tu te voyais faire un business par toi-même? Je me voyais tout à fait faire un business par moi-même. D'ailleurs, à la base, c'était mon business. Oui, c'est ça. Et il a intégré cette structure-là. Et qui était effectivement, c'était très bien. Et là où je veux parler de ça, c'est parce que parfois, ça peut être difficile pour l'homme d'accepter qu'une femme entreprenne et qu'elle réussisse, et parfois mieux que lui. Oui. Et du coup, c'est ce qui s'est passé? Et oui. Et oui. Et du coup, parce que justement, cette personne-là, ce nouveau partenaire qui s'est intégré dedans, avec toi, du coup, comment les choses se sont passées? C'est-à-dire, vous êtes toujours ensemble? Eh bien non. Non, à ce moment-là, je n'avais pas cette connaissance. D'accord. Je n'avais pas cette connaissance-là de effectivement l'importance de valoriser l'autre et le rassurer. De rassurer l'autre. Et je n'avais pas compris que c'était important, enfin je ne savais pas que c'était important de rassurer l'homme, surtout quand la femme décide de faire sa carrière et puis quand elle commence à réussir, c'est très important. C'est vraiment, surtout si c'est des femmes hyperactives qui font énormément de choses. Voilà, parfois l'homme il ne sait pas où est sa place. D'accord, ok. Et il cherche comme ça à trouver sa place et parfois, ce n'est pas de manière volontaire, ça peut ressembler à de sabotage, mais qui en fait n'est pas intentionnel. Ça peut être considéré comme de la maladresse ou autre, il y en a qui vont me vouloir, c'est pas grave, j'assume, mais ça peut
un des partenaires peut venir saboter soit le business, soit la relation, pas par volonté, mais tout simplement parce qu'il ne sait pas où est sa place, ni quel rôle il joue dans la relation et dans le business. Et c'est important de clarifier ça. Soit c'est un business commun et c'est OK, c'est important de clarifier et de prendre des décisions communes, ou encore d'inclure l'autre dans la décision. Soit chacun a son business et effectivement, là encore une fois, chaque partenaire a besoin d'être rassuré dans quel est son rôle dans la relation et de l'importance qu'il a pour l'autre. Et je trouve que ça, c'est important de le dire. On lui dit, ouais, mais bon, on n'est pas là pour rassurer l'autre. Ah ben si. Si. Sinon, on n'est plus un couple. Voilà. Et on a tous besoin d'être rassurés. On a tous besoin de se sentir important. Et notre partenaire, souvent, il veut vraiment être utile, il veut vraiment nous aider. Il veut vraiment nous soutenir. Mais parfois, il ne se prend pas de la bonne manière. Parfois, il ne va pas employer les bons mots. Et pour le coup, on va avoir l'impression qu'il ne souhaite pas nous soutenir. Et finalement... comme ça, le couple, il y a ce petit grain de sable qui vient dans les rouages, mais parfois c'est juste de la maladresse. Et d'où l'importance de clarifier les choses. Comme on parlait de ces attentes invisibles tout à l'heure, j'attends de toi que tu fasses quelque chose, mais je ne vais pas te le dire parce que tu es censé savoir. Tu comprends, tu dois comprendre. Ça va de soi, c'est naturel, enfin c'est évident. Toutes ces choses-là, en fait, c'est évident que pour celui qui pense. Donc, si je pense que c'est évident, ce n'est que pour moi. Et c'est important de se dire ça. Oui, c'est important pour moi qu'il fasse ceci ou qu'elle fasse ceci. Alors, puisque c'est évident pour moi, alors je vais lui dire. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que du coup, je vais lui dire, et en fait, même parfois, quand on va le dire, tu me parlais de quelque chose qui est intéressant, c'est le langage qu'on emploie dans l'amour. Parce qu'on va le dire, mais l'autre ne va pas le recevoir. Et inversement, il va agir, mais nous, on ne va pas comprendre. Et au final, on peut encore continuellement, même si on pense avoir fait la démarche d'exprimer notre sentiment d'amour ou notre preuve d'amour, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas compris encore? Ou pourquoi elle est là à côté de la plaque, tu vois? C'est... Comment expliquer ça? Comment expliquer ce décalage? J'ai ma petite idée, parce que tu m'en as parlé, mais c'est pour l'auditeur. T'as vu le teaser, je suis sympa pour toi, auditeur. Effectivement, c'est vrai qu'on a tous et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Gary Chapman qui dit que nous avons tous un langage d'amour naturel. C'est notre, comme on dit, notre langage... Comme on dit déjà. C'est un peu notre langage inné pour communiquer. C'est ça, oui. Notre langage maternel. Oui, merci, maternel, je cherche ces mots-là. Donc, nous avons tous un langage d'amour maternel aussi. On a un principal et puis on peut avoir jusqu'à 2. En tout, il y en a 5. Et ce 5 langages d'amour, donc ça va être bien évidemment les paroles valorisantes, que ce sont les choses toutes simples comme je fais confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, t'es belle, t'es beau, ce que tu as fait est magnifique, félicitations, tu as réussi, je sais que tu vas y arriver. Ce sont des mots que pour certaines personnes ont une valeur inestimable. Pour d'autres personnes, leur langage d'amour naturel, ça va être les moments de qualité. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais si tu ne passes pas de temps avec la personne, et quand je dis passer de temps, c'est être avec. C'est pas être avec ton téléphone, répondre à quelqu'un, répondre à la sonnette, tout d'un coup noter quelque chose dans ta liste. Non, être avec. C'est vraiment des moments d'intimité, des moments de complicité, des moments à deux. Pour d'autres personnes, ça va être, ils n'en ont rien à faire de temps ou des paroles valorisantes. Ce qu'ils veulent, c'est que tu montres, allez, dans le fait. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour me montrer que tu m'aimes? Et ces gens-là, c'est les fameux services rendus. Finalement, c'est quand tu vas chercher les affaires dans au pressing, ou tu vois qu'il manque quelque chose au frigo, tu vas chercher, ou tu sais qu'il y a un document qu'il faut mettre en forme, et puis tu vas le faire parce que tu sais que ça va le prendre le temps. Ou, voilà, ça va être vraiment faire quelque chose qui va simplifier la vie de l'autre, qui va lui faire gagner du temps ou simplifier. Pour certaines personnes, quand tu fais ça pour eux, même préparer son petit déjeuner, par exemple, ça peut être
énorme. Ça peut être énorme. Je sais pas, masser les pieds, ça peut être des choses professionnelles comme ça peut être des choses plus personnelles. Et ces personnes, évidemment, ces langages, ils s'appliquent dans le domaine professionnel avec les enfants, avec les amis, les parents, mais aussi avec le conjoint, bien sûr. Et c'est important de comprendre le langage d'amour de son partenaire, mais dans l'environnement, c'est encore mieux. Encore mieux, ouais. Voilà. Donc, on avait parlé des paroles valorisantes, on avait parlé des actes de service, on avait parlé des moments de qualité. Et il y a les cadeaux. Il y a des gens pour qui leur langage d'amour principal, c'est les cadeaux. Et ces personnes-là, tu peux passer le temps que tu veux avec, tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu ne l'offres pas quelque chose, ils ne se sentent pas aimés. Et ce quelque chose, ça peut être, tu peux offrir un plat que tu as préparé avec amour. Tu peux offrir une carte écrite à la main. Tu peux offrir, tu peux aussi offrir une limousine, un diamant, une maison au bord de mer, ça va aussi. Mais pour ces personnes, ce n'est pas tant la valeur de la chose que la chose elle-même. Ok, donc ça veut dire que eux, ça veut dire que leur langage d'amour, c'est qu'ils attendent en fait un cadeau, mais eux, ils vont aussi faire ça. C'est-à-dire qu'ils auront tendance à faire un cadeau. Oui. Parce que c'est leur manière de montrer leur amour. Exactement. Alors qu'en fait, toi, ça se trouve, t'en as rien à faire du cadeau, tu veux juste passer du temps. C'est ça. Et c'est propre beaucoup à des enfants aussi. J'ai remarqué que les enfants qui ont été pourri gâtés par des parents absents et qui en fait ont été couverts de cadeaux, mais qui finalement sont en colère contre les parents absents et qui n'ont pas compris ce langage d'amour pour eux. Parce que pour eux, c'était pas leur besoin. Et les parents, ils disent, mais enfin, j'ai tout fait pour toi. J'ai payé des meilleures écoles, tu ne manques de rien. Mais ce n'est pas son langage. Ce n'est pas comme ça qu'ils se sont aimés. Et le cinquième, et non pas moins important, ça va être le toucher physique. Il y a des personnes, comme des enfants, il y a beaucoup d'expériences qui parlent de l'importance de toucher, y compris pour la santé mentale. Il y a cette étude qui parlait des enfants qui restaient dans un berceau, ceux qui n'étaient pas touchés, ils tombaient littéralement malades. Et ils pouvaient aller jusqu'à mourir s'ils n'avaient pas le contact physique. On dit que c'est important. Et pour les personnes pour qui leur langage d'amour naturel est le toucher, c'est des gens qui vont être assez tactiles, qui vont vouloir te tenir la main, qui vont venir toucher tes habits. Oh, laisse-moi voir, c'est joli ce tissu. C'est des gens qui vont être naturellement tactiles. Évidemment, ils attendent ça. C'est pas qu'ils attendent, c'est comme ça qu'ils se sentent aimés. Donc, tu vas les voir, ils te prennent dans les bras, ils te font un câlin qui dure un temps. Ces personnes-là, leur langage d'amour principal, ça va être le toucher physique. Comme je disais, on peut en avoir deux. Et je te racontais une anecdote, c'est ces couples qui étaient ensemble depuis 4 ans. Et elle voulait se marier et lui, il ne voulait pas. Il me disait, tu sais, ça freine chez moi, ça bloque. J'arrive pas à passer, j'arrive pas. Et puis, ma copine, elle réalise pas tout ce que je fais pour elle. Tu sais, je travaille tellement, je travaille jour et nuit. J'ai fait tout ce que je peux pour lui donner une stabilité. Mais elle comprend pas, elle voit pas. Je dis, oh, intéressant. Et j'ai dit, puis elle, qu'est-ce qu'elle te dit? Oh, elle me dit que j'ai jamais de temps. Elle me dit que je ne vois pas ce qu'elle fait. J'ai dit, ok, très bien. Et j'ai dit, l'histoire, c'est que tu lui dis, je t'aime en travaillant comme un fou. Et elle te dit, je t'aime en te demandant de passer du temps avec elle. Et finalement, tu ne te sens pas aimé parce qu'elle ne t'aide pas pour faire toutes ces choses pour que vous ayez une meilleure vie. Et elle ne se sent pas aimée parce que tu ne passes pas de temps avec elle, puisque tu es en train de travailler pour que vous ayez une belle vie. Le truc qui se mord la queue. On est d'accord. Et ils étaient à 2 doigts de se séparer. Et puis je lui demandais, mais en fait, pourquoi tu l'as aimée, cette fille? Et j'ai vu cet homme qui pleurait. Alors, je ne m'y attendais pas, j'admets. J'ai dit, mais en fait, tu l'as aimée, pourquoi? Et il s'est mis à pleurer. Il dit, parce que c'est la femme la plus merveilleuse qui existe et je ne vois pas ma vie sans elle. Soit je n'ai pas bien compris, soit tu ne vois pas ta vie sans elle, mais en même temps, tu ne veux pas t'engager. Et en fait, c'est tout simplement qu'il passait son temps à dire « je t'aime » en faisant tout ce qu'il pouvait pour qu'elle ne manque de rien. Et elle passait son temps à lui dire « mais en fait, tu ne m'aimes pas.
parce que tu ne passes pas de temps avec moi. Mm. Donc, pour elle, le temps de qualité, c'est très important. Bah oui. Et pour lui, les services rendus, c'est très important. Ah ouais, mais c'est fou parce qu'après, on peut, tu vois, mine de rien, on peut être comme ça dans cette boucle d'action, mais de réflexion qui rumine, qui tourne, tu vois, sans jamais trouver d'issue. Oui. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à sortir, à avoir un pas de côté et de s'observer vraiment et comprendre tout ça. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Tout ce que tu dis là, je pense que tout le monde l'a vécu, de près ou de loin. Moi, la première, je pense que ça a été compliqué par moments aussi avec Imav. Et on a eu des moments où, pareil, je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi, en fait, tu m'as dit... Enfin, pourquoi t'as dit oui? Enfin, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai dit oui quand tu m'as demandé ma main? C'est une question que j'ai posée, tu sais. Oui. Il m'a regardé, il m'a dit, je sais pas. Et en fait, tu vois, et c'est intéressant parce qu'on vit la relation, mais on ne sait plus en fait à un moment donné pourquoi on est dans cette relation. Et ça, je sais que ça a été, tu vois, je te raconte l'histoire, c'était il y a une dizaine d'années, tu vois. Mais à ce moment-là, difficile pour lui en fait de comprendre vraiment pourquoi moi j'avais dit oui. Il réalisait pas, tu vois, à ce moment-là. Et c'était drôle parce que j'ai eu cet effet miroir où je lui ai dit, mais parce que tu m'as tout donné. Mais donné dans le sens... je vais verbaliser exactement mon langage, c'est-à-dire que moi je suis dans il y avait service rendu et il y avait aussi en fait les mots, c'était vraiment ça, service rendu et mots, c'était énorme. Ouais. Exactement. Et en fait je lui ai dit, tu m'as tout donné, tu m'as donné une force à croire en moi alors que je doutais de moi. J'étais dans une phase de ma vie où j'étais jeune étudiante et j'avais trouvé des stages merdiques et en fait j'ai dit mais c'est pas possible, on me fait faire des photocopies, on me fait faire des trucs, on va chercher le billet d'avion mais j'ai pas signé pour ça. Et il était là, mais je suis sûre que tu vas trouver, tu mérites le meilleur, mais tu vas tout déchirer. Je dis, mais comment tu peux savoir ça? Et il m'avait dit des trucs, et dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, ce mec-là, tant qu'il est dans ma vie, j'ai peur de rien, en fait. Waouh! Tu vois? Et en fait, c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est ça que je me suis dit, c'est que tant que tu étais à côté de moi, je me suis dit, il se passera n'importe quoi demain, en fait, tout va bien se passer, tu vois? Et la vie nous a montré que c'était plus compliqué que ça. Mais c'est très bien, en fait, ce que je veux dire, c'est comme tu disais, je pense que une relation de couple, pour devenir forte, elle a besoin de ses aspérités, même si elles font mal, même si c'est rugueux, même si ça déchire parfois la peau, à un moment donné, tu te dis, c'est nécessaire, parce que ça nous permet, comme tu parlais, cette belle métaphore du vernis avec le faux ongle, qui se colle bien une fois que tu l'as limé, ouais, je pense que c'est ça, c'est que la relation de couple, elle a besoin d'être limée parfois, elle s'accroche un petit peu, mais pour mieux se souder. Et je trouve que c'était une très belle métaphore que tu m'as partagée là. Et c'est intéressant parce que quand tu parles aussi de ce langage de l'amour, de savoir bien le décoder. Parce que même quand on sait ce que l'autre a besoin, quand tu te retrouves dans le truc, tu le vois pas. Tu vois, comment? J'ai ici une cicatrice. Et les cicatrices racontent une histoire. Chaque cicatrice, chaque difficulté que vous avez traversée raconte l'histoire de votre couple. Et c'est ce qui fait que les histoires sont magnifiques. Si c'était lisse, personne n'aurait envie d'écouter ton histoire. C'est parce qu'il y a eu quelques déchirures, parce qu'il y a eu ces cicatrices, qui fait que votre histoire est unique et qui fait que ça nous permet de rêver, ça nous permet de rêver que c'est possible. C'est parce que on voit des gens qui ont vécu ces situations-là, qui ont eu ces déchirures et qui sont ensemble, ont recousu, ont pris l'aiguille, ils ont recousu, et puis c'est là. Et puis la peau s'est remise, et puis ok, la cicatrice est restée, mais voilà, ça raconte une histoire. C'est ok, et c'est cette belle histoire-là qui permet de faire une vie incroyable. Et je pense que ouais, c'est très juste. Et tu vois, en fait, en parlant de ces incompréhensions, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, je me rends compte que notre couple, il a beaucoup évolué aussi. On a eu des moments... la Rosalie plus jeune, mais elle était horrible. Vraiment, je le dis, j'assume, j'étais horrible. J'étais... comme ma mère, elle m'avait inclus vraiment cette notion-là de dire attention, les hommes, ils sont là pour abuser de vous, les hommes sont entre guillemets mauvais. Tu vois, il y avait vraiment ce côté héritage culturel et il fallait tout le temps se méfier. Et limite, il fallait passer une épreuve, quoi. Tu vois, c'était on va le mettre à l'épreuve. Et tu vois, c'était horrible. Non, mais même moi, j'ai envie de me donner des claques quand j'y repense. Tellement j'étais horrible. Tu vois, je me suis dit, même quand j'avais tort, je ne voulais pas reconnaître que j'avais tort et je raccrochais au nez et j'étais, mais il y a un moment donné, je faisais ça et à un moment donné, il arrive en fait à me rappeler et quand je décroche, il me dit juste un truc, mais qui me donne une baffe en fait, littéralement. Il dit, moi, j'ai l'impression juste que quand tu me raccroches au nez, tu m'aimes pas.
Et alors que moi, je t'aime tout simplement et je comprends pas pourquoi on peut pas juste dialoguer. Et là, je me dis, je vais, oui. Je me rappelle, il m'avait dit ça, j'avais 20 ans. Et bon, j'en ai 24 de plus, mais à 20 ans, le fait qu'il me dise ça, ça m'a renvoyé une image de mon ego en me disant ah oui, il a raison, mais c'est vrai, j'ai pas envie de le mettre dans une situation d'insécurité, j'ai pas envie qu'il vive ça constamment. Et je pense que comme tu dis, en fait, c'est les peurs que nous avons avec nous-mêmes, c'est l'estime que nous avons de nous-mêmes, cette image qu'on veut essayer de renvoyer en paraissant plus fort qu'on ne l'est, qui fait qu'on est à côté de la plaque. Alors que c'est ce qui fait qu'on est attachant. Oui. Et, mais le tout est de savoir le voir, de le reconnaître aussi, tu vois. Et je pense que ce qui est intéressant aussi dans cette dynamique de couple, c'est que finalement, pour que ça marche en vérité, pour de vrai, comme tu dis, c'est du dialogue, mais c'est aussi un travail. Enfin, pas un travail. C'est, comme tu dis, se développer en tant que personne. Parce que c'est ce que tu as fait. Tu as dû te développer, en fait, pour arriver à accueillir. Apprendre à me connaître, ouais. Et je pense que ces clés-là, elles sont pas évidentes pour beaucoup de personnes encore, tu vois. Tout le monde a envie de vivre une vie, comme tu dis, magnifique et tout. Mais en fait, ce que tu dis simplement, c'est que première chose, c'est apprends à te connaître. Parce que sinon, tu te poses des questions, mais tu n'es pas sûr des réponses que tu as données. Si je résume, la deuxième chose, c'est apprends à dialoguer aussi avec l'autre. Et puis 3, accepte que ça va pas être facile. Que ça peut ne pas être facile. Alors, on va quand même corriger juste des choses. Dis-moi. Je te disais, vivre à deux, tu me disais tout à l'heure, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est vrai. Oui, c'est simple. C'est simple. Ça peut être simple. Alors, honnêtement, où est la difficulté à dire à quelqu'un, je sais que tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Où est la difficulté là-dedans? C'est vrai qu'il n'y a rien de tout ça, tu as raison. D'accord. Où est la difficulté à, tu sais que toi, tu arrives et puis que ton mari est déjà à la maison, tu sais qu'il manque du pain, tu passes acheter le pain. Parce que comme celui qui était à la maison, il était censé... Où est la difficulté de ça? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, tout peut être facile en vérité. Voilà. C'est simplement comment nous... C'est pas facile. Enfin... C'est simple. C'est simple. Oui. C'est vraiment simple. Il n'y a pas de difficulté à tenir l'autre par la main. Il n'y a pas de difficulté à aider à porter un sac quand c'est le... Il n'y a pas de difficulté. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est facile? C'est pas forcément facile. Parce que parfois, je suis fâchée, je n'ai pas envie de te tenir la main. Ou parfois, voilà, j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas envie de prendre 10 minutes pour laisser tout de côté et puis te regarder dans les yeux, te tenir les mains et te dire à quel point je t'aime, à quel point je suis heureuse ou heureux de vivre avec toi. Ça peut peut-être prendre 2 minutes. Ouais, en fait, ouais, ça, en vrai, c'est simple. En fait, le langage de l'amour, il doit être simple. C'est simple. C'est vraiment simple. Mais ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est, et comme tu dis, c'est l'héritage culturel. C'est la façon dont on s'est construit avec l'enfance, le petit enfant intérieur. C'est tous ces trucs-là qui peuvent faire que ça nous empêche, et je le sais, moi, dans la culture asiatique, dédicace aux bananes, mais dans la culture asiatique, je sais qu'il y a extrêmement de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur. Et dans beaucoup d'ailleurs de nations, de cultures, cette pudeur de montrer vraiment son amour, de dire ce qu'on pense, de dire que c'est bien, c'est pas simple pour eux, tu vois. Comme tu dis, c'est simple, mais ça l'est pas, parce que ça a été un prisme. C'est quelque chose qui a été téléchargé et tu as l'impression que tu peux pas te défaire. Je donne un exemple. Je sais que dans certaines familles, faire la bise aux parents, c'est pas possible, tu vois. Et moi, je sais que dans ma famille, c'était normal de se faire la bise parce que ma mère, je considère que c'est une maman italienne du sud-est asiatique. Mais je sais que ma belle-mère et mon beau-père, c'était pas ça, tu vois. Ils avaient pas instauré le côté tactile, le côté bisou. Ouais. C'était pas possible, tu vois. Et tu vois que justement, tu as envie de te défaire, mais tu n'y arrives pas vraiment. Et du coup, tu peux pas vraiment faire ces choses simples, tu vois. Parfois, on ne place pas la pudeur à la bonne place. On ne met pas la pudeur à la bonne place. Un temps, j'ai donné des cours de gym. Et parce que j'aimais bien faire ça, je trouvais ça fun. Et en été, je voulais faire ça à l'extérieur. Et mes élèves ne voulaient pas parce qu'ils allaient être exposés. Les gens allaient les voir danser. OK, très bien. Quand tu danses, qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses, tu rigoles, tu fais de bien à ton corps. C'est juste? Ils disaient, c'est juste. Oui, mais non. OK. Par contre, quand tu fumes, quand tu bois, quand tu manges des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps, quand tu t'engueules avec ton conjoint,
devant les autres. Finalement, où est-ce que tu places ta pudeur? C'est juste ça. Où est-ce que je place ma pudeur? C'est une bonne question, tu vois. C'est une bonne question que tu poses là. Se dire pourquoi cette pudeur est là? Est-ce que c'est parce qu'elle a été héritée et que tu sais plus t'en défaire, ou bien est-ce que tu penses vraiment qu'elle est bien placée? C'est vrai? C'est ça. Ah ok. C'est important de se poser cette question-là. Et il y a peut-être des choses qui sont intéressantes à savoir, c'est que 80% des problèmes de couple sont liés à la communication et que 7 couples sur 10, aujourd'hui encore, alors qu'on se parle, 7 couples sur 10 qui se séparent, ils ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Ils se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Or, ils ont les mots. Ils savent lire, ils savent écrire. Donc, tu vas me dire que parler, c'est la chose la plus simple. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on apprend le plus tôt. Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, 7 personnes sur 10 se séparent? Et alors que l'amour est là. En fait, tout est là pour qu'ils réussissent, mais ils ne communiquent pas. Donc, si je peux dire, parler. Et si je pouvais donner un seul conseil aux gens, un seul, mais vraiment un qui pourrait changer tout, absolument tout. Et ça, normalement, c'est quelque chose que je donne soit dans mes programmes d'accompagnement vraiment très, très privés. Attention, c'est pépite, je vous l'ai prévenu. Voilà. Soit dans mes conférences très privées que je n'enregistre même pas, mais je le donne parce que c'est vraiment important. C'est d'apprendre, encore une fois, il n'y a pas de magie, c'est des choses simples. C'est apprenez à mettre l'amour à part quand vous n'êtes pas d'accord. Mettez l'amour un peu comme selon votre religion, mettez l'amour quelque part de sacré. Mettez votre amour dans une boule de cristal. Mettez-les dans quelque chose de précieux. Cachez-les dans un diamant. Comment vous appelez dans ta religion quand vous... Ota, on met... où on fait une offrande autel. Merci, j'ai cherché le mot. Ouais. Mettez l'amour sur l'autel. Gardez-le précieusement. Fermez la porte. Et allez discuter des choses qui ne vont pas. Parfois, non, très souvent, quand on s'engueule, quand on n'est pas d'accord, quand on se fâche, on a l'impression que l'amour n'est plus là. Et puis on traite l'autre comme s'il ne nous aimait plus. Et on se comporte comme si on n'aimait plus l'autre. Mais c'est faux. Donc c'est important, quand vous allez discuter, quand ça ne va pas, dites je t'aime profondément, vraiment. Et j'ai envie de te baffer là. Voilà. Donc ça, c'est acquis, c'est ok, je t'aime. Par contre, il faut qu'on parle. Par contre, là, ça va pas. Ça, je n'accepte pas. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas ok. Là, je me suis pas sentie respectée. Là, j'ai besoin de ton soutien. Là, j'aurais aimé que tu me soutiennes. Là, ça. Autant pour les hommes que pour les femmes, c'est important de séparer l'amour de l'amour de désaccord, de conflit. Je t'aime, oui. Mais ça ne signifie pas que je dois tout accepter au nom de cet amour, mais ça ne signifie pas que je dois envoyer tout cet amour balader parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on se fâche, parce que tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu, parce que tu t'es pas bien comporté, parce que tu t'es comporté comme un goujat, comme ceci, comme cela, peu importe. Et l'amour n'a rien à voir avec ça. Donc, quand vous décidez de discuter de quelque chose qui vous a blessé surtout, sécurisez l'amour. Mais sécurisez-le avec des mots cette fois-ci. Sécurisez-le avec des mots. Voilà, je t'aime profondément. Et ce que je vais dire maintenant ne change rien. Je t'étrangle toi, mais l'amour, il a sauvé. Ouf. Non, c'est intéressant. Je rigole. C'est intéressant comme exercice de faire cette dissociation pour rassurer finalement l'espace de dialogue finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire les choses sans avoir peur de les dire. Et ça, crois-moi, s'il y avait un seul secret que j'ai appris avec toutes ces 500 personnes que j'ai rencontrées, c'est ça. C'est que l'amour, ils le mettent à part de la conversation. Et ils ne disaient pas ça comme ça, mais c'est exactement ça. Et finalement, ils créent un espace sécuritaire où je n'ai pas peur de me perdre, tu n'as pas peur de me perdre. Au pire, il y a quelqu'un qui va dormir sur le canapé, c'est OK. Une nuit, mais c'est important qu'il y ait cet espace sécurisé où l'amour, lui, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus doux, plus pur, plus naïf. C'est enfantin, hein, on dit l'amour. L'amour, c'est un enfant. Et c'est important quand vous allez dire des choses à cet enfant qui est l'amour, qui est l'autre,
c'est de sécuriser cet amour. Tu dis, voilà, toi, je t'aime. Quand vous parlez à un enfant, d'ailleurs, je dis, tu sais, chérie, je t'aime. Et ensuite, tu dis toutes les choses. C'est intéressant parce que finalement, ce conseil que tu donnes, il est universel. Il est universel. Il n'y a rien de magique. Il est universel et il s'applique finalement à tous, que ce soit nos enfants, que ce soit nos partenaires de travail aussi, nos collègues, la société dans laquelle on évolue. Dire finalement à son équipe ou ses salariés qu'on les respecte, qu'on les apprécie, qu'on les considère, mais que là, il faut qu'on parle. Finalement, c'est une règle absolue que tu donnes. Oui, et en fait, j'aime toujours dire que le couple il est une entreprise. Oui, c'est vrai. C'est de l'entreprise. Oui, oui. Il y a des partenaires, il y a des actions, et finalement, l'entreprise, elle va être fructueuse, elle va prospérer en fonction de ce que chacun met. Donc, si les deux partenaires y mettent beaucoup de leur, cette entreprise va progresser et puis elle va avoir une croissance exponentielle. Par contre, s'il y a un seul qui met, il y a un moment où soit l'entreprise va couler, soit il y a un qui va quitter l'entreprise parce que ça ne va pas, ce n'est pas équitable. Et le couple, tu peux parler de comme l'entrepreneuriat et le couple, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça. Le couple, c'est une entreprise pure. Et les enfants, bien sûr, c'est les petites entreprises que vous mettez ensuite en marche. Mais le couple, c'est ça. C'est juste une entreprise. Et cette entreprise-là, c'est l'énergie que vous allez y mettre. Tout simplement. Aussi simple que ça. Si vous venez avec de la bonne énergie, de la bienveillance, si vous communiquez avec vos employés qui sont les sentiments de l'autre, ici et ça, avec bienveillance et une envie réelle de faire progresser l'entreprise, tu n'es pas là pour brimer le fonctionnaire qui n'a pas bien travaillé ou la personne qui n'a pas bien fait sa tâche, mais tu es juste là pour faire progresser et qui s'est dit à partir de cet espace-là, cet espace d'envie, de progression et de croissance, de cette entreprise qui est le couple, elle ne peut que marcher. Alors, on dit que parfois, les gens, ils sont plus agréables en dehors parce qu'ils donnent tout dans l'entreprise. Et quand ils rentrent dans l'entreprise familiale, en fait, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de patience, il n'y a plus... Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, non, c'est encore une entreprise. Et c'est une autre entreprise qui a autant besoin d'énergie. Et cette entreprise-là, quand elle est bien nourrie, et puis que vous cultivez les valeurs de l'entreprise, que vous cultivez la mission de l'entreprise, mais cette entreprise, elle ne peut que fleurir. Et cette entreprise-là va donner de la force et de la puissance pour toutes les autres entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit ton bubble tea, que ce soit peu importe l'entreprise que vous décidez de faire, à partir du moment où l'entreprise familiale, elle en véhicule les valeurs, la mission, quelle est la mission de cette entreprise-là qui est le couple? Quelles sont les valeurs de cette entreprise qui est le couple? Quelles sont les valeurs qu'elle véhicule? Une fois que ça est mis, mais les autres entreprises, vous avez l'entreprise mère qui est, quand l'entreprise mère, elle est bien prise en main, et je pense que ça serait pour moi la chose la plus importante, quand l'entreprise mère, elle est bien prise en main, les autres entreprises, vous pouvez gérer. Et s'il y a une entreprise à un moment ou à un autre qui ne fonctionne pas, l'entreprise de base, elle survivra toujours. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Je vois très bien, parce que du coup, le plus important, c'est de consolider effectivement les fondements, parce que les entreprises filles ne peuvent que tenir si l'entreprise mère est en place. Elles n'ont pas forcément l'autonomie au départ parce que justement la mère, la holding, elle est là pour vraiment subvenir aux besoins des filles. C'est ça. Donc non, c'est intéressant comme métaphore. Voilà. Et si effectivement à un moment l'entreprise mère elle n'est pas soutenue, l'entreprise fille, oui, elle va continuer cette entreprise-là, mais à un moment elle risque de perdre de sens parce que les valeurs qui étaient véhiculées par la base ne le sont plus. Ouais, donc du coup, elle n'a aucun intérêt à nourrir ces mêmes valeurs-là parce qu'elle ne tient pas. Donc, pourquoi elle irait dans cette direction? Elle évolue, et puis après, ça donne ensuite des personnes qui manquent de sens, ça manque des personnes qui ne trouvent plus de la valeur, ne trouvent plus goût à ce qu'ils font. Il y a des personnes qui finalement se mettent à travailler pour travailler, et ça perd le sens. Donc, c'est très important
tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, mais le couple, c'est quelque chose de précieux. C'est vraiment l'entreprise de base. Pour ceux qui croient à cette entreprise-là, bien sûr, marié ou pas marié, là n'est pas la question, mais juste le couple, c'est quelque chose de très important. Et on ne devrait pas prendre cette entreprise-là à la légère. Et voilà, et poser les bases, savoir ce qu'on veut. Encore une fois, quelles sont les valeurs, quelle est la mission. Oui, parce que du coup, avoir une clarté en fait dans les échanges dans le couple, ça a une incidence naturelle aussi pour les enfants, on est d'accord. Je pense que forcément les conflits qu'on peut avoir ou le manque de dialogue qu'on peut avoir dans le couple, ça se répercute fatalement également sur les enfants qui peuvent reproduire un schéma, qui peuvent, entre guillemets, s'induire à eux-mêmes en disant « bon, bah, j'ai pas eu forcément cet exemple-là, je vais essayer de m'affranchir », mais qui, du coup, trouvent un peu, en payant un pot cassé pour eux-mêmes, et essayer de trouver leur propre chemin, un peu comme toi, ce que tu as fait pour explorer finalement la meilleure voie. C'est ça. Mais effectivement, je souhaite pas... D'ailleurs, c'est pourquoi je fais ce travail-là, c'est que je pense que ce n'est pas nécessaire de passer par ces parcours par lesquels je suis passée. Et puis, et si on a les outils, je pense un peu comme dans tout, quelqu'un a passé avant nous, il a fait ses travers pour qu'on n'ait pas à faire ces erreurs-là. Mais juste quand je te parlais d'entreprise, c'est vraiment toutes les entreprises. Il y a les enfants, mais il y a aussi le business. Oui, c'est vrai. Une fois que tu as un couple qui est vraiment solide, qui tient, si à un moment, l'entreprise elle traverse un moment difficile, si le couple est clair, il peut communiquer, il peut se dire et c'est OK, ils peuvent s'engueuler, ils peuvent se fâcher et que c'est OK, ils peuvent à un moment investir de l'énergie dans l'entreprise, que ce soit le business, peu importe lequel que tu fasses, tu peux investir de l'énergie dans cette entreprise-là parce que tu sais que l'amour, lui, il est sécurisé quelque part. Ce moment-ci, ça va pas, on s'entend pas ici et ça, on investit l'énergie là-bas, mais la base, elle est solide, elle tient. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu le vois, hein, en fait, quand le couple ne va pas bien, il y a un impact direct en fait sur le business, sur le travail. Les résultats s'en ressentent parce que au lieu de mettre de l'énergie à faire avancer le business, ton énergie est diluée parce qu'en fait ton socle n'est pas sécurisé. C'est ça. Et donc du coup, tu y vois une perte de sens aussi. Tu ne vois pas le sens de ce que tu es en train de construire ou bâtir. Et c'est intéressant parce que du coup, je pense que les gens se voilent la face en disant « moi, je sépare perso et pro ». Moi, mon business, c'est mon business, ça ne touche pas ma famille, mon foyer, ça ne regarde que moi. C'est faux. C'est faux. C'est faux tout ça. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui ont été entre guillemets abattues là, pour le coup. Là, c'était vraiment super pour moi de pouvoir t'entendre partager vraiment ta vision, mais aussi ton expérience et finalement ton expertise, hein, c'est tout ça. Hein. Tout ce que tu t'es doté là, c'est d'une expertise de malade. Et du coup, ça permet aux personnes de venir te voir. On est bien d'accord, Mayra. Oui. Comment ça se passe? En fait, admettons, quelqu'un a un problème, une difficulté, une personne qui peut être célibataire comme une personne qui est en couple, une personne qui a une dynamique relationnelle compliquée dans sa communication. Globalement, ils viennent te voir. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui. Ça fait combien et du coup, ça fait combien d'années que officiellement, voilà, tu as lancé ton entité et ta structure qui s'appelle Maille Étoile. Maille Étoile, hein, j'adore. Tout à fait, oui. Maille Étoile. Donc du coup, cette structure que tu as mis en place, c'est vraiment un accompagnement individuel que tu établis pour les personnes, c'est bien ça? Exactement ça. Je fais soit des accompagnements individuels quand j'accompagne les couples. Il y a un moment des séances individuelles et puis il y a les moments des séances qu'on fait à 3 parce qu'il y a des choses que parfois peut sortir plus facilement quand on n'est que les deux. Et ensuite, effectivement, pour que le lien soit maintenu, c'est important de créer recréer cette cohérence, recréer cette base à nouveau, alors renforcer cette base qui peut avoir été un peu ébranlée par quelques tremblements de la vie. Ouais. Et à un moment, on se rejoint tous les 3 pour aller renforcer cette base pour répartir des meilleurs. Mais en tout cas, non, c'est super. Donc, Maille Étoile, hein, pour Mayra Chatelain, donc je vous le dis. Hein. En tout cas, c'est pas tout à fait fini. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'entendre, à t'écouter. Et moi, j'ai toujours pour petit rituel de poser quelques petites questions express pour finir notre petite interview. Donc, ça prend pas longtemps. L'idée, c'est simplement d'apprendre un peu plus à te connaître également. Okay. Je pense qu'on a pu
tu nous as vraiment dévoilé beaucoup de choses de ta vie, de ton parcours qui est super inspirant et qui, je pense, donneront aussi beaucoup de force aux personnes. De se dire qu'il y a toujours de l'espoir et que finalement, tu portes un message super positif qui permet à chacun de pouvoir ressortir vivifié de tout ça. Donc, en tout cas, voilà, c'est super cool. Donc, on va lancer petit chrono. Ok. Pour cette série de petites questions. Est-ce que tu es prête? Non, pas du tout. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est spontané. Le but du jeu, c'est d'apprendre un peu mieux à te connaître. Et donc, c'est parti pour la première question. Très bien. Bon. Alors, quelle est ta routine matinale incontournable? La méditation. Dès le matin? Dès le matin. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 5h30. À 5h30? Je me lève à 5h30. Je fais de la cohérence cardiaque. Et ensuite de la méditation. D'accord. Et ça met combien de temps quand tu mets ça en place? 20 minutes. 20 minutes, mais 20 tu fais ça minutes. tout le temps? Je fais ça tous les jours. Oui. Depuis combien de temps? Depuis maintenant peut-être 6 ans, 6-7 ans, ouais. D'accord, wow, super. Deuxième question. Un livre qui a profondément changé ta façon de voir les choses? Les 5 langages de l'amour. Ah, les 5 langages de l'amour. Ça a vraiment changé ma vie, ouais. Troisième question. Quelle musique te met immédiatement de bonne humeur? Quelle musique me met de bonne humeur? Attends, que je trouve parce que c'est en portugais et puis... Ouais, c'est pas grave, c'est très bien. C'est de la Hacha musique, c'est une musique très rythmée, très très rythmée et ça s'appelle Assim Tá Bom. C'est bien comme ça. Ah, c'est bien comme ça, c'est ça que ça veut dire? Oui. Ah, j'adore. Et quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta vie et qui t'a marqué? Le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma vie, alors maintenant il faut que je cherche bien quel était le plus important. Ah oui, c'est que chacun ne pense qu'à soi. Et ça a l'air comme ça paradoxal, mais en fait, chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, il me parle de lui, il ne me parle pas de moi. Donc quand quelqu'un me dit, je sais pas, on va prendre un mot comme ça, t'es bête, elle n'est pas forcément en train de parler de moi, elle est en train de parler de quelque chose qu'elle a vécu, d'une expérience, quelque chose. Et ça me permet de me détacher de ça plutôt que de prendre personnellement. Donc, ne pas prendre personnellement, ça fait partie des 5 accords Toltec. Ouais. Voilà, ne pas prendre personnellement. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose, je garde toujours en tête que, en fait, elle ne me parle pas de moi, elle me dit quelque chose d'elle-même. Et ça, c'est très utile. C'est utile, ouais, c'est clair, ça permet de dédramatiser pas mal de situations. Oui, pour le coup, je ne me prends pas pour victime à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui pourrait sembler désagréable. Je ne me mets pas dans la position de victime. Intéressant, c'est top, c'est un bon conseil celui-là. Si tu pouvais prendre une pause bubble tea avec 3 personnes vivantes ou décédées, qui seraient-elles? Avec 3 personnes. Jésus, tiens, si je pouvais prendre une pause avec Jésus et avec toi. Ouais. Déjà parce que mon premier bubble tea, c'est avec toi. et Jésus, oui. Jésus, parce qu'il a eu une place importante pour toi? Il t'a aidé? Pour moi, alors, je crois en quelque chose. J'ai dit Jésus parce que c'est un nom commun. Tout le monde voit plus ou moins à qui on a affaire, n'est-ce pas? On dit que c'est mon frère, c'est notre frère. Il n'a pas été beaucoup là, donc ça m'aurait bien arrangé qu'on ait une petite conversation à propos des langages de l'amour, parce que la sienne, je ne l'ai pas toujours compris. C'est énorme. Top. Et quel conseil donnerais-tu à ton toi du début de ta vie? Eh bien, je donnerais le conseil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, continue à croire à l'amour, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, et puis il n'y a rien de plus fantastique sur Terre que l'être humain. Continue à y croire. Beau message. Et si tu pouvais revivre une journée de ta vie, particulièrement une journée de ta vie, laquelle serait-elle? Une journée de ma vie, laquelle serait-elle? Attends que je réfléchisse bien. Ah oui, ça serait mes 16 ans. Quand j'ai fêté mon anniversaire toute seule, j'ai acheté une bouteille de champagne. Oups, ça ne doit pas dire ça, les enfants. Ils ne doivent pas boire de champagne. C'était du champagne sans alcool, oui. C'était du champagne sans alcool. Et j'ai commencé à découvrir qu'est-ce que c'était que l'amour de soi. Parce que je me suis collée un bain.
Et puis, j'ai eu ma bouteille de champagne, une bougie, et j'ai préparé un repas rien que pour moi. Ouais, c'était magnifique, Oui. ce moment-là. C'était l'acte symbolique pour toi. Oui, c'était symbolique, ouais. C'est vraiment, c'est s'aimer. Seul ou accompagné, je suis une bonne compagnie pour moi. C'est beau, j'aime beaucoup. Et quel est l'endroit dans le monde que tu as encore, peut-être que tu as visité beaucoup de choses dans le monde, mais quel endroit dans le monde as-tu le plus envie de découvrir et pourquoi? Quel endroit au monde j'ai envie de découvrir? Le désert. Ah. Le désert de Sahara. J'aimerais vraiment faire ça. Parce que cette immensité, ça me permet... Je pense parfois, je suis un peu déconnectée de toute à la fois la beauté et la simplicité du monde. Et puis, quand il n'y a plus que de sable, ça permet de voir que la beauté, elle est partout, quoi. Et puis, la beauté, c'est surtout nous. Et on la porte avec soi. Et je pense que oui, ça, ce serait beau. C'est intéressant parce que j'écoutais justement le concept justement de la rose des sables, qui parle justement de cette lignée de la rose et qui parlait justement de la traversée du désert. Ouais. Ce dénuement qui te permet vraiment de te révéler et de te dire voilà, que tout est en place et que c'est normal en fait de passer à travers ça pour obtenir tout le rayonnement que tu dois avoir pour pouvoir incarner finalement la vie que tu... Et je pense que c'est ça aussi, c'est une sorte d'introspection pour apprendre à se connaître. Et je trouve que c'est intéressant, c'est un peu une sorte de miroir, hein. Tu sais qu'on parle des mirages du désert, c'est ça. Il y a pas mal de choses. Ouais. En fait, c'est ça. Ça permet de découvrir ce qui a toujours été là. Parce que la beauté, je te disais, je suis passionnée par l'être humain. Quand je vois un être humain, je vois toute la beauté qui émane de cette personne. Et puis, et des fois, je me dis, mais ok, comment je peux faire pour qu'elle puisse voir tout ce que je vois, tout ce potentiel latent qui est là, et comment je peux l'aider à découvrir ce qui est déjà là, qui est déjà en lui, ce qui est déjà en elle. Et moi, je pense qu'à la traversée du désert, c'est ça. C'est, il y a toi, il y a le désert, et finalement, il y a toi face à toute cette immensité qui, en fait, n'est que soi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est... Le divin est en nous, on peut tout faire. Oui. Mais le divin, c'est tout. Et tout n'exclut rien. Et ça, je ne comprenais pas. Tout n'exclut rien. Y compris ce qui n'est pas beau et réalisant, et compris la boue. Ça fait partie de ce qui est divin en nous. Et si tu pouvais... Enfin, si tu ouvrais un bubble tea bar, et quel nom tu lui donnerais? Rose étoile. Ah Rose étoile. Ouh. Oui. Alors, étoile, parce que ça fait référence au nom de ton... comment dire, et rose. Parce que la vie, pour voir la vie en rose. Pour voir la vie en rose. Parce que, littéralement. Voilà, parce que comme tu aurais été ma marraine, pour ouvrir mon bubble tea bar, je mettrais... rose étoile, tout simplement. Exactement. J'adore. Très simple. Comme j'aime toujours dire, c'est simple. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être le mot. Alors du coup, le mot ou la phrase qui te guide dans ton quotidien. Voilà, vivre à deux, c'est simple. Il suffit d'apprendre. Ah non, mais c'est génial. En tout cas, merci beaucoup Mayra pour ce beau moment. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci à toi. J'espère que toi aussi, tu as passé en tout cas un bon moment. J'espère que vous aussi, auditeurs, vous avez apprécié ce moment. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et donnez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas, Rosy Talk. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus d'informations également pour lancer votre propre Bubble Tea Bar, vous pouvez nous contacter directement en vous abonnant sur notre chaîne YouTube Bubble Fever, mais aussi en nous envoyant un message directement sur notre compte Instagram Rosy Talk. Voilà, en tout cas, un grand merci à toi. Merci à toi, c'était vraiment magnifique. J'ai passé un très bon moment. J'ai adoré ce moment-là. Voilà, en tout cas, il n'y avait pas de hasard. Ce rendez-vous devait se faire là. Et en tout cas, je suis convaincue que tout ce que tu nous as partagé là va aider tellement de couples et de personnes à trouver leur chemin, parce que voilà, tu es la preuve même que en étant résilient et en ayant cette foi inébranlable en l'amour, tout est possible. Donc, tout est possible. Un grand merci Mayra. Santé. Cheers. Ciao les amis.